Je vous souhaite à tous la bienvenue sur ce webinaire qui porte donc sur les chantiers de génie écologique de qualité, donc, qui est organisé par le Callister avec le soutien du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, avec également l'OFB, le Centre de ressources génie écologique et puis l'UPGE pour l'Union professionnelle du génie écologique. Donc, je m'appelle Morgane Andreu, en charge de la qualification Callister, et je serai votre animatrice aujourd'hui. Donc, du coup, je vous propose qu'on commence sans plus tarder avec l'ouverture de ce webinaire qui est faite par Monsieur Damien Lamotte, sous-directeur de la coordination, de l'appui de la stratégie et du pilotage des politiques de protection et de restauration des écosystèmes de la DEB, donc la direction de l'eau et de la biodiversité. Monsieur Lamotte, je vous laisse la parole. Écoutez, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, d'abord, je pense que pour les participants, l'urgence d'agir pour faire face à la fois à l'érosion de la biodiversité et puis au changement climatique n'est plus un secret. Il n'y a pas lieu de le rappeler. Euh, et dire que l'émergence de la filière génie écologique, il y a une dizaine d'années, a bien pris la mesure en fait de cette situation et est une réponse qui est en train de s'inscrire dans les paysages pour répondre à ces défis. Je partage simplement quelques chiffres. Euh, le génie écologique aujourd'hui, c'est quelque chose qui est bien inscrit dans le paysage, hein, puisque c'est de l'ordre de 2,5 milliards de marchés chaque année. C'est 15 000 emplois de travaux, 20 000 emplois pour les bureaux d'études. Donc, c'est quelque chose qui est, encore une fois, bien inscrit dans le paysage et qui est appelé à se développer au-delà du poids que la filière représente aujourd'hui, parce que cette filière est poussée. Elle est poussée au niveau international, national, euh, et puis évidemment au niveau européen. Au niveau international, le dernier rapport du GIEC met en avant les solutions fondées sur la nature comme des solutions pour faire face à l'évolution et à l'adaptation aux évolutions du changement climatique. À l'échelle européenne, on a en cours de préparation un futur règlement sur la restauration de la nature qui est en négociation, mais qui derrière évidemment va continuer à pousser cette filière. Et puis au niveau national, on s'inscrit en fait dans des stratégies successives euh, qui chaque fois euh, prennent davantage d'ampleur pour, euh, pour faire face en fait aux enjeux auxquels on est confronté à la fois euh, sur l'eau, comme en atteste le plan eau dernièrement, et puis les mesures et les stratégies qui sont développées pour faire face à l'érosion de la biodiversité. Je pense en particulier à la stratégie nationale des aires protégées. Euh, je pense également à la stratégie qui est en cours de préparation, stratégie nationale biodiversité Horizon 2030. Voilà, donc un contexte à la fois international, national qui est porteur. Au-delà de ces grandes orientations, des moyens qui sont mis en place également par l'État pour soutenir les engagements, notamment des territoires, puisque les choses se changent évidemment au plus près du terrain. Euh, je, alors, je pense au plan de relance qui est intervenu il y a 2 ans, pour lequel il y a 250 millions qui ont été mobilisés pour l'eau et la biodiversité. En ce moment même, on a le Fonds vert qui a pris le relais du plan de relance avec 2 milliards qui sont mobilisés sur ce fonds, sur différentes thématiques, mais je citerai en particulier la mesure favorable à la biodiversité qui emporte 150 millions d'euros qui sont en fait disponibles pour être engagés en 2023 en soutien des projets des territoires. Et puis, je le disais également, alors je ne serai pas exhaustif, mais simplement citer le plan eau également qui est récent. Et dans les 53 mesures du plan eau, on a notamment une mesure sur le développement d'opérations phares, d'opérations de démonstration, euh, de labelliser stratégies fondées sur la nature et donc qui sont en résonance avec le séminaire que vous organisez aujourd'hui parce que
s'agit pour nous, en fait, d'identifier des opérations qui sont des démonstrateurs, d'opérations très concrètes qui permettent de lutter contre la sécheresse, qui interviennent sur les restaurations de zones humides ou de cours d'eau, et donc qui montrent comment les travaux du génie écologique peuvent être des sources de réponse. Voilà, donc ça, c'est le contexte un peu général. Et donc, on est sur une filière à la fois qui a une antériorité, qui se constitue, et c'est très bien. Je pense que pour aller plus loin encore, il y a besoin effectivement d'accompagner les maîtres d'ouvrage et aussi de les rassurer hein, puisqu'il y a nécessairement une prise de risque par rapport à des solutions qui sont nouvelles. Et pour ça, l'appellation qui est, que vous avez développée par Callister, la qualification est une reconnaissance qui est essentielle pour rassurer les maîtres d'ouvrage. Voilà, donc ces qualifications sont évidemment essentielles. Elles permettent d'apporter des réponses aux maîtres d'ouvrage qui s'engagent dans des solutions innovantes. Les qualifications, d'ailleurs, n'épuisent pas les outils qui sont mis en place pour encore accélérer le développement de cette filière. Je pense au centre de ressources, vous avez cité l'OFB, mais le centre de ressources de l'OFB doit mettre en visibilité la filière du génie écologique, les fédérations, les associations que vous avez montées, qu'il s'agisse d'AEGECO, qu'il s'agisse de l'Union professionnelle du génie écologique, sont aussi un moyen de mettre en visibilité les solutions qui sont proposées. On soutient de la même manière la mise en place de l'annuaire des entreprises du génie écologique. Et il est important qu'ils prennent plus d'ampleur, qu'ils soient connus par l'ensemble des maîtres d'ouvrage. Évidemment, il y a besoin de faire connaître les opérations réussies. Le webinaire d'aujourd'hui est une manière de les faire connaître. Les sites démonstrateurs qui sont mis en place dans le cadre de programmes de recherche et d'innovation permettent également d'y concourir. Et puis de la même manière, on a d'autres formes de retour d'expérience. Hein. Je pense en particulier au prix du génie écologique qui est mis en place par AIGECO depuis 2014 et qui permet de mettre en évidence des opérations réussies pour donner envie. Voilà, donc je ne serai pas plus long. En fait, je pense que du côté des entreprises comme du côté des collectivités qui franchissent le pas et qui font le choix de travaux de génie écologique pour répondre aux enjeux auxquels ils sont confrontés, ben, vous avez aujourd'hui un rôle en quelque sorte de pionnier, parce que même s'il y a de l'antériorité, même si les choses se développent, il y a toujours une prise de risque qui reste réelle. Et donc vous dire que le ministère de l'écologie est très attentif à la structuration de cette filière et qu'on cherche à mettre en place à la fois les facilitants en termes de réglementation, les facilitants en termes de coups de pouce financiers qui permettent à cette prise de risque de prospérer et donc les travaux de génie écologique de se mettre en place pour, pour répondre à l'ensemble des enjeux que j'ai rapidement rappelés. Voilà, donc je remercie encore Callister et ses différents partenaires pour l'organisation de ce webinaire et puis vous dire qu'on est évidemment très attentif à tout ce qui va se dire cet après-midi pour prendre la balle au bon et continuer d'accompagner le développement de la filière et les projets des collectivités. Merci à tous. Merci, Monsieur Lamotte, et on est ravis que vous puissiez également être présent et puis suivre ces travaux. Je laisse maintenant la parole à Julien Lecordier, président de Callister et gérant et fondateur de la société Acatim. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci mille fois pour votre présence nombreuse. Merci, Monsieur Lamotte, d'avoir introduit ce webinaire qui nous paraissait effectivement central. Et merci
par avance, donc évidemment à nos partenaires, le ministère de la Transition écologique, l'OFB, le Centre ressources du génie écologique. Et merci par avance, évidemment, à tous les intervenants qui nous feront partager cet après-midi leur retour d'expérience. Les retours d'expérience sont fondateurs, hein, sont véritablement des points centraux dans l'évolution du génie écologique et nous vous remercions de nous faire partager ce que vous avez réalisé dans le cadre de l'amélioration de la prise en compte de la résilience des écosystèmes. Alors, effectivement, aujourd'hui, pour faire un bref rappel de Calister, comme le disait M. Lamotte, la filière du génie écologique est une filière qui existe depuis longtemps, mais qui se structure au final depuis assez peu de temps, puisqu'elle a monté en puissance seulement depuis quelques années. Alors, pourquoi Calister? Tout simplement parce qu'effectivement, un nombre de marchés plus important, des enjeux particulièrement centraux, et puis, du coup, un nombre d'opérateurs de plus en plus important nous imposait quelque part de pouvoir faire de la sélection, ou du moins pouvoir mettre en avant les entreprises qui réalisent des travaux de génie écologique de qualité. Et quand je pense à la qualité, je ne pense pas qu'il y ait nécessairement une qualité industrielle, je pense de qualité vis-à-vis de notre cœur de cible, qui sont bien les écosystèmes et la biodiversité. L'engagement de Calister est effectivement entre guillemets, de qualifier, de surveiller, de mettre en avant ces entreprises qui s'engagent souvent en y mettant une volonté, une énergie assez hors du commun. Alors, je parle des entreprises, je parle de tous les collaborateurs qu'elles composent, et je parle aussi, bien entendu, des maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre qui accompagnent ces entreprises. Ainsi également que, comme vous le savez, le monde du génie écologique est un monde très très vaste, qui n'est pas constitué que de quelques personnes, mais d'une multiplicité de personnes. Et je pense également à la recherche et puis aux associations naturalistes qui sont aussi centrales dans nos réflexions. Alors aujourd'hui, Calister fête ses 1 an, alors un peu plus d'1 an, ça fait 1 an et demi, tout à fait, qu'on a commencé. Je parle sous le contrôle de Morgane, la directrice, mais nous sommes une quinzaine de qualifiés, donc c'est une vraie réussite et il y a un véritable engouement. Le pari de Calister n'était pas d'être sélectif en termes de taille d'entreprise ou de représentation d'entreprise, mais plutôt véritablement de s'attacher aux valeurs que portent les entreprises et aux qualités des travaux qu'elles mènent et qu'elles mettent en avant. C'est pourquoi aujourd'hui, on a effectivement 15 entreprises qualifiées et notre vraie fierté, c'est que ces 15 entreprises viennent ont des tailles et des proportions très différentes. On va de la PME d'une dizaine de personnes à des groupes majors de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes. Ça, c'est une vraie réussite à double titre. Alors, la première réussite, évidemment, elle réside dans la prise en compte de la biodiversité de la part de tous les opérateurs, mais la vraie réussite aussi, c'est cet engagement de la part, au final, d'un monde économique vis-à-vis de la biodiversité. Et c'est aujourd'hui des interlocuteurs qui portent des dossiers et qui viennent nous les présenter afin qu'on puisse les qualifier. Voilà, donc je ne souhaitais pas être véritablement trop long, puisqu'aujourd'hui, ce webinaire vous est dédié. Il est d'ailleurs majoritairement dédié, et c'est pour ça qu'on a souhaité ce format aux entreprises, évidemment qualifiées, mais également aux maîtres d'ouvrage et maîtrises d'œuvre qui les ont accompagnés sur ces dossiers. L'idée, c'est véritablement d'avoir quelque chose d'assez interactif, avec des retours d'expérience, avec des échanges, et puis je crois aussi de mettre en avant et de comprendre cette symbiose qui se crée autour d'un chantier entre maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprise de génie écologique, et puis, j'ai envie de dire, tous les satellites qui, tous les jours, gravitent autour de ce projet commun qui est la résilience des écosystèmes. Voilà, écoutez, merci 1000 fois de nouveau à tous pour votre présence. Je vous souhaite une excellente après-midi et un intérêt particulier sur ces retours d'expérience qui vont vous être proposés. Et je redonne donc la parole à Morgane pour nous expliquer le déroulé de l'après-midi, ou du moins pour transmettre la parole à quelqu'un d'autre. Super, merci beaucoup Julien. Je vais donc reprendre la suite.
et puis en profiter pour vous présenter assez rapidement la qualification. Là, le but, c'est pas forcément qu'on rentre énormément dans le détail, mais voilà, au moins pour que ceux qui ne connaissent pas la qualification et qui suivent le webinaire aujourd'hui puissent savoir de quoi on parle. Donc, Calister, on parle bien d'une qualification de travaux de génie écologique. Donc, elle s'adresse aux entreprises ou à toutes les structures qui vont être amenées à faire des travaux de génie écologique. Qu'est-ce que Calister? Eh bien, c'est une association, loi 1901, dont la gouvernance va représenter en fait l'ensemble des parties prenantes et des différents acteurs qui vont intervenir dans le génie écologique. Donc, j'aurai l'occasion de vous présenter la gouvernance juste après. Son objectif, eh bien, c'est de reconnaître les savoir-faire et les compétences des entreprises qui vont réaliser ces travaux. Et puis, à qui est-ce qu'elle est destinée? Eh bien, à toutes les structures qui peuvent exister. Ça peut être des associations. Là, principalement, on s'intéresse aux entreprises. Et puis, le niveau qualifié, eh bien, ce sont les agences locales de travaux qui seront instruites et qui feront leur visite de chantier. Donc, pour la gouvernance, je vous en parlais. Donc, ça représente en fait l'ensemble des acteurs qui vont être partie prenante de projets. Donc, il y a plusieurs collèges, on en a 8 définis ici. Premièrement, les entreprises spécialisées en travaux de génie écologique, donc, qui sont représentées par l'UPGE, Union professionnelle du génie écologique. Les maîtres d'ouvrage, qui sont représentés par 3 acteurs différents, l'UNPG pour les carriers, le CIMBI, qui est un syndicat de bassin versant en Isère, et puis le CILB, Club des infrastructures linéaires et biodiversité. Ensuite, le 3e collège, les bureaux d'études qui sont également représentés dans Calister avec de nouveau des sièges pour l'UPGE, pour Sinoften et puis pour l'AFI, Association interprofessionnelle des écologues. 4e collège, donc il s'agit des entreprises associées, donc la FNTP et puis la FEI, qui est pour les entreprises d'insertion. Les associations, FNE, donc France Nature Environnement, également un collège dédié à la recherche avec l'INRAE et puis TREV, et les institutions, donc avec la présence de l'OFB qui soutient ce webinaire, et puis d'autres structures et personnes qui vont avoir des compétences en génie écologique. Également des membres associés tels que les agences de l'eau et puis l'AIGECO qui a été citée également précédemment. Donc voilà un petit peu pour la gouvernance. Donc elle représente vraiment l'ensemble des acteurs et c'est ce qui va faire aussi la force et la richesse des échanges qu'on va avoir à Calister. Donc pour Calister, on parle d'une qualification pour identifier 3 profils différents. Donc vous les avez affichés ici. Il va y avoir les profils d'agences réalisatrices. Donc en fait, pour ces agences, il s'agit de structures qui vont avoir les bons gestes techniques et qui vont mettre en œuvre en fait, les bonnes pratiques de génie écologique pour que l'aménagement s'intègre dans un site donné. Ensuite, les agences spécialisées, donc ces structures, elles vont être capables d'un regard critique et vraiment d'avoir une prise de recul sur la réalisation et la mise en œuvre des travaux également. Et puis, pour finir, les agences spécialisées, options conseils, qui vont être des agences qui vont pouvoir apporter un certain niveau de conseil en fait, aux maîtrises d'ouvrage ou aux maîtrises d'œuvre. Ensuite, pour ce qui s'agit des domaines de compétences, donc les domaines de compétences, c'est ce que nous considérons comme une activité régulière qui va être privilégiée par l'entreprise et pour laquelle l'entreprise, ou en l'occurrence l'agence qui candidate, va avoir vraiment une expérience significative. Donc, vous avez 5 domaines de compétences qu'on identifie aujourd'hui, donc qui sont indiqués à l'écran. Simplement pour ces domaines, en fait, les entreprises peuvent en valider un ou plusieurs en fait, en fonction du type d'activité qu'elles réalisent. Et puis pour rentrer un tout petit peu plus dans le concret, je voulais simplement revenir sur ce qu'on regarde à Calister, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière la grille et ce sur quoi les entreprises ou les agences sont qualifiées.
eh bien, elles vont être qualifiées sur un dossier de candidature qui va contenir tout un tas de pièces justificatives. Et puis, surtout, l'étape clé de l'instruction, eh bien, ça va être la visite de chantier. Donc, cette visite de chantier, elle va être réalisée par des professionnels de la filière du génie écologique, donc en fait, des personnes qui connaissent les techniques, qui vont pouvoir identifier tout un tas de critères. Et puis, le dossier de candidature nous permet d'identifier quelques références, mais on en demande également d'autres pour la visite de chantier. Et puis, au-delà de ça, les compétences qui vont être observées vont comprendre notamment les moyens humains, la formation, par exemple, qui va être mise en place, les moyens matériels, matériaux, les fournisseurs, voilà, un petit peu ce genre de choses. Et puis, le troisième aspect vraiment fondamental de l'instruction qualitaire, eh bien, ça va être l'esprit génie écologique. Et donc, l'esprit génie écologique, en fait, c'est tout un système de valeurs qui est propre au génie écologique, donc en fait aux travaux qui ont lieu en milieu naturel. Et donc, ce système de valeurs, il est fondé sur le manifeste des entreprises de génie écologique. Le manifeste, je vous mets un petit extrait juste ici. C'est un document qui a été publié par l'UPGE il y a 2 ans, en fait, et qui reprend un petit peu toutes les valeurs qu'il peut y avoir ou que les entreprises peuvent avoir pour réaliser les travaux de génie écologique. Et puis, le dernier document vraiment fondamental de la qualification, eh bien, c'est la norme NFX 10900, qui est plus communément appelée la norme de conception de projet de génie écologique, et en fait, qui va décrire toutes les étapes de conception du projet et puis de réalisation surtout. Voilà, j'en ai fini du coup pour la présentation de Calister. Je ne suis pas rentrée trop dans le détail, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la partie Q et R, et puis on se fera un plaisir d'y répondre. Je vais inviter maintenant Madame Diane-Laure Sorel-Cross, qui est responsable du Centre de ressources génie écologique, à prendre la parole pour la suite des présentations. Donc, bonjour à tous, je suis donc Diane-Laure Sorel-Cross, chargée d'animation du Centre de ressources génie écologique. Donc, j'ai rejoint l'OFB en tout début d'année. Merci à Calister de me proposer de présenter le Centre de ressources génie écologique. C'est également pour moi l'occasion aujourd'hui de me faire connaître de pas mal de partenaires, puisque je vois qu'on a à peu près 160 participants. N'hésitez pas à revenir vers moi, évidemment, à l'issue de cette rapide présentation. J'ai effectivement pris mes fonctions en début d'année à l'OFB, mais je n'ai pas encore eu beaucoup l'occasion de rencontrer l'ensemble de la communauté qui est très vaste et très diversifiée des acteurs du génie écologique. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous rencontrer pour la plupart aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter le centre de ressources concernant le génie écologique et je vais en profiter pour vous parler des autres centres de ressources animés également par l'Office français de la biodiversité. Donc, qu'est-ce qu'un centre de ressources ? Alors, un centre de ressources, comme on l'entend à l'Office français de la biodiversité, c'est d'abord un animateur qui pilote les différentes missions du centre de ressources. L'objectif général, c'est bien d'accompagner techniquement les acteurs pour la mise en œuvre des politiques publiques. L'ensemble des centres de ressources s'adresse à une cible à peu près homogène, même si en fonction de ce centre de ressources, on va avoir une cible plus spécifique. On a bien sûr les différents collègues et agents de l'Office français de la biodiversité aux différents échelons, les établissements publics, les institutions publiques d'État, les collectivités, le monde scientifique. Pour avoir un petit retour sur ce qui se passe au niveau du centre de ressources depuis son existence, on a vu, grâce aussi à son fonctionnement et à sa genèse, qu'on avait des liens assez étroits avec tout le volet entreprise et monde des bureaux d'études, etc. Peut-être qu'à l'avenir, on aura à renforcer un petit peu nos liens avec les collectivités territoriales, avec les territoires, avec le monde des gestionnaires de milieux naturels. Alors, vous retrouverez toutes ces informations sur le portail technique de l'Office français de la biodiversité qui vous permet d'avoir accès à l'ensemble des centres de ressources que vous pouvez avoir à consulter dans le cadre de vos missions.
Donc, les différents centres de ressources, que sont-ils? Donc, bien sûr, celui dont j'ai la charge de l'animation, le centre de ressources génie écologique, mais vous avez également d'autres centres de ressources. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais quand même vous les citer ici. Donc, un centre de ressources concernant les milieux humides, qui chapeaute les différents pôles relais humides qu'il y a sur le territoire national. Un centre de ressources concernant les cours d'eau. Un autre concernant les continuités écologiques et donc les trames vertes et bleues. Vous avez un centre de ressources qui est dédié à l'outre-mer, un centre de ressources qui est en lien avec la politique Natura 2000, un centre de ressources plus spécifique lié aux zones de captage, le centre de ressources espèces exotiques envahissantes, et puis dernièrement, de nouveaux centres de ressources ont vu le jour ou sont en cours d'élaboration, à savoir un centre de ressources sur la séquence éviter, réduire, compenser, un centre de ressources également sur les documents de gestion des aires protégées, et puis en préfiguration actuellement un centre de ressources sur les énergies et le lien, les énergies renouvelables et le lien avec la biodiversité. Donc évidemment, les centres de ressources, il y a des liens à faire entre ces différentes thématiques. Et c'est d'ailleurs ce que nous sommes particulièrement en train de faire en interne, c'est créer les différents ponts entre nos différents centres de ressources qui peuvent parfois se recouper un petit peu. Alors, les grandes missions des centres de ressources, ça va être en premier lieu d'animer et de fédérer des réseaux d'acteurs. D'accompagner techniquement les acteurs. Donc, vous pouvez solliciter les différents centres de ressources lorsque vous avez des questions d'autres acteurs qui auraient pu mener des centres de ressources, se mettent à disposition de la documentation. Ils produisent également des ressources. Et donc, vous retrouvez tous ces éléments sur les différents sites Internet, puisque quasiment l'ensemble des centres de ressources est doté d'un site Internet. Il y a également des lettres d'information. Vous avez ces centres qui sont également actifs sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la page citée précédemment pour prendre connaissance des centres de ressources si vous ne les connaissiez pas déjà. Alors, pour vous dire quelques mots sur le génie écologique, même si là, nous sommes a priori entre personnes largement initiées, voire très connaisseurs, voire experts de cette thématique. Donc, il s'agit bien d'actions que l'on met en œuvre pour le vivant, avec un objectif vraiment d'aller vers la résilience des écosystèmes. En ce sens, les opérations de génie écologique constituent bien des solutions fondées sur la nature. Elles peuvent être de différentes formes, avoir différents objectifs, de la restauration des milieux dégradés, incluant l'optimisation des fonctions assurées par les écosystèmes, voire même jusqu'à la reconstitution de milieux naturels. Donc, en ce sens, le génie écologique est bien au cœur, et ça l'a déjà été dit précédemment, de nombreuses thématiques et politiques publiques. Je vais aller assez vite sur ce point. Donc, concernant plus spécifiquement le centre de ressources génie écologique et sa genèse, c'est un centre de ressources qui a été créé en 2015 à l'Athènes, qui fait partie des structures qui constituent aujourd'hui l'OFB. Et donc, il est coordonné et animé par l'OFB. Il a une gouvernance un petit peu particulière avec un comité de pilotage dont certains spectateurs aujourd'hui du webinaire font partie. Et donc, on va retrouver dans ce comité de pilotage des acteurs publics, des acteurs privés, des réseaux spécialisés autour du génie écologique, et également des gestionnaires d'espaces naturels. Adossé à ce comité de pilotage, il y a un comité de scientifiques référents des différents écosystèmes pour justement avoir un regard et apporter leur expertise sur les différentes productions du centre de ressources et les différents retours d'expérience à valoriser au sein du centre de ressources. Nous sommes sur un modèle économique original puisque ce centre de ressources est le centre de ressources qui émane d'un partenariat entre les acteurs de la sphère privée et l'OFB, et donc avec un fonctionnement économique original avec des conventions de partenariat triennales. Il s'agit bien donc d'un dispositif multipartenarial, collaboratif, à l'interface de la science et de la gestion, conçu par et pour les acteurs du génie écologique. L'objectif est bien de développer les compétences et d'accompagner techniquement les acteurs pour la mise en œuvre des politiques publiques citées précédemment.
Et pour toutes ces raisons, eh bien, il va y avoir pas mal d'axes de travail, la mutualisation des bonnes pratiques, la centralisation des ressources via des bases de données, via un centre de documentation. Bien sûr, travailler spécifiquement sur la structuration de la filière du génie écologique avec les partenaires qui sont sur cette thématique et partager les expériences entre les différentes sphères qui ont parfois peu l'habitude de se côtoyer et bien sûr s'intégrer dans les dynamiques régionales et les autres projets portés par l'OFB aux différents niveaux nationaux comme régionaux. Donc, ce que vous allez trouver comme outil au niveau du centre de ressources, ça va être une base de données de retour d'expérience et peut-être d'ailleurs que les retours d'expérience présentés cet après-midi seraient à intégrer dans cette base si ce n'est pas déjà le cas. Vous trouverez également des guides méthodologiques comme le guide méthodologique concernant la démarche de l'éco-conception appliquée au génie écologique. Tous ces éléments, vous les retrouverez sur le site internet et j'ai mis des liens justement dans cette présentation pour que vous puissiez y accéder facilement. Vous avez également l'annuaire des d'entreprises de l'ingénierie et du génie écologique. Et vous avez, même si depuis le départ de ma prédécesseuse qui était Delphine Yu, que la plupart d'entre vous ont pu déjà côtoyer, nous ne sommes pas très actifs sur les réseaux, sur nos différents groupes de travail, puisque effectivement j'ai pris mes fonctions en début d'année et Delphine avait quitté l'animation du centre de ressources l'année dernière, en début d'année dernière. Donc là, nous étions sur une période un petit peu transitoire, mais ça va reprendre. Hein, on va repartir sur l'animation des réseaux sociaux, sur la lettre d'information. N'hésitez pas à vous inscrire, bien sûr. Et puis, un des cœurs quand même des centres de ressources est de faire émerger des débats, des échanges, des rencontres entre les différents partenaires. Et donc, nous menons pour cela des journées d'échanges techniques thématiques. Vous avez peut-être déjà participé à l'une d'entre elles en désartificialisation des sols. Et puis, petit scoop de cette présentation, cette année, nous allons relancer ces journées d'échange techniques sur la question de la restauration des milieux littoraux et marins, puisque dans une perspective de mariniser un petit peu les différentes thématiques de réflexion au sein de l'OFB, ça a été aussi le cas pour le Centre de ressources génie écologique. Et donc, avec nos collègues plus du monde de la recherche à l'OFB, nous avons déjà bien avancé, même avant mon arrivée, sur cette journée d'échange technique relative aux milieux littoraux et marins. Et donc, nous vous donnons rendez-vous en juin. La date, c'est encore vraiment, on n'a pas encore communiqué dessus, mais ça devrait être le 21 ou 29 juin. Pour les personnes intéressées, je vous invite à retenir ces dates. Nous allons communiquer très prochainement sur la date retenue et sur le programme précis de cette prochaine journée d'échange. Je ne sais pas du tout combien de temps je vous ai mobilisé. En tout cas, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à revenir vers moi. Vous trouverez mes coordonnées dans cette présentation et par Morgane également, si vous souhaitez mon numéro de téléphone pour me joindre directement. Je vous remercie et n'hésitez pas si vous avez des questions. Super, merci beaucoup Niel-Laure pour cette présentation. J'en profite pour préciser qu'on pourra diffuser en même temps que le replay les supports de présentation. Comme ça, il y aura toutes les informations qui seront également là-dedans. Ok, donc je vois qu'il n'y a pas plus de questions, donc je vous propose qu'on passe vraiment officiellement à la phase de retour d'expérience des chantiers. Donc on va vous présenter 3 retours d'expérience qui seront présentés par les maîtres d'ouvrage et les entreprises qui vont réaliser les travaux et qui sont donc également des entreprises qualifiées qualifiées. Donc, je vous propose qu'on attaque directement par le premier retour d'expérience qui porte sur la restauration de l'hydromorphologie et de la continuité écologique de la Vitardière, Normandie, avec Monsieur Pierre-Marie Michel du syndicat mixte de Lavelle et Christophe Lebas, qui est gérant et fondateur de l'entreprise NET. Bonjour à tous. Alors,
Voilà, je ne sais pas si la présentation s'est affichée. En tout cas, voilà, je me permets de commencer. Donc, je remercie Callister pour l'invitation et puis de me donner l'occasion de présenter ces opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau. Voilà, moi, je suis Pierre-Marie Michel du syndicat mixte d'aménagement de la Brelle et donc maître d'ouvrage des opérations. Et puis, donc, je suis accompagné de Christophe Lebas de la SARL Net qui a réalisé les travaux qu'on va vous présenter. Donc pour nous, le génie écologique, on s'intègre dans ce cadre-là depuis environ une dizaine d'années. Et donc l'opération qu'on va vous présenter, c'est une opération qui est en cours de finalisation actuellement et qui nous a donc qui nous a occupés pendant pratiquement 8 mois en termes de réalisation. Donc j'ai présenté l'entreprise de travaux et le maître d'ouvrage. Et donc voilà, je complète la présentation en indiquant que le maître d'œuvre de l'opération, c'est la société Biotech Biologie Appliquée, donc avec comme interlocuteur Romain Parot sur ce dossier. Donc, avant de rentrer dans le détail de cette opération, je vais vous resituer le projet. Donc, on se situe sur le bassin versant de la Brelle. La Brelle, c'est un des fleuves côtiers. Donc, il fait la frontière entre la Somme et la Seine-Maritime, ou plutôt les Hauts-de-France et la Normandie. C'est un bassin versant qui fait environ 780 km². On a un cours d'eau qui mesure 72 km environ pour un réseau hydrographique de 260 km. On est sur une typologie de cours d'eau, donc ce sont des cours d'eau qui sont issus de la résurgence de nappes calcaires. Donc ce sont des cours d'eau qui ont des débits très très stables toute l'année, que ce soit en hiver ou en été, les débits sont globalement similaires. On est sur un cours d'eau qui est classé L214-17, ça veut dire qu'il est classé avec des obligations de rendre les ouvrages franchissables pour les poissons qui doivent évoluer au sein de l'écosystème. La morphologie de la Brelle et de ses affluents a été fortement impactée, il est toujours fortement impactée, puisqu'on a sur ce réseau hydrographique de 260 km environ 250 ouvrages. Le contexte est essentiellement salmonicole, donc avec la présence d'espèces comme le saumon atlantique, la truite de mer ou la truite fario, mais on a également la chance d'avoir des écrevisses à pied blanc. Donc le projet va se situer tout à fait à l'amont du bassin versant, sur une des sources affluents de la Brelle, qui s'appelle le ruisseau de la Vitardière, là où est marqué le point rouge sur la carte sur cette diapositive. Maintenant, je vais vous présenter le site sur lequel on est intervenu. Donc, il y a globalement sur ce secteur un réseau hydrographique de 2 km à 2,5 km. Donc, sur ce linéaire de cours d'eau, on a environ 1,5 km de bras qui ont été par le passé, donc depuis plusieurs siècles, dérivés au profit de divers aménagements, notamment donc, des moulins et des ouvrages qu'on appelle de préflottés. Donc, vous avez sur la partie droite de la diapositive les ouvrages qui sont présentés ici. Donc, au total, il y avait 6 ouvrages qui étaient présents et cela représentait un linéaire de chute d'eau d'environ 5 mètres. Donc, avec des ouvrages plus ou moins importants. Et donc, nous avons ici la particularité d'avoir un ancien canal aqueduc qui avait une chute d'eau d'environ 3,50 mètres. Donc, évidemment, des ouvrages qui n'étaient pas franchissables pour les poissons migrateurs qui occupent ce fleuve. Donc, au-delà des considérations liées aux poissons migrateurs, le déplacement des cours d'eau, donc les cours d'eau ont été historiquement extraits de leur fond de vallée naturel pour être placés dans des canaux qui sont perchés et puis qui conduisent l'eau à nos chutes de moulins. Le problème de cette configuration, aujourd'hui, l'ensemble des ouvrages ont disparu, il n'y a plus d'usage depuis au moins une cinquantaine d'années. Et donc, ces cours d'eau, l'ensemble de leur pente est distribué dans la chute d'eau des moulins, ce qui fait qu'on a des cours d'eau qui ont tendance à s'envaser très fortement. Donc, on a une altération forte de la morphologie. Cette altération de la morphologie nous entraîne des problématiques d'entretien, puisqu'évidemment, quand on a les sédiments qui se déposent dans le fond du cours d'eau, on a également toute une végétation luxuriante qui va s'y développer. Et cette végétation, notamment en période estivale, va ralentir le flux de l'eau et provoquer des débordements. Ce qui fait qu'on doit également régulièrement consolider les berges pour éviter que le fleuve ne reprenne son chemin naturel et n'aille de nouveau investir son fond de vallée. Au-delà donc, des problématiques hydrauliques que je viens de vous citer, on a sur ces canaux une biodiversité qui est très très faible. Donc là, il y a une photo de truite qui est présente. C'était une espèce qui était très peu présente justement sur ce bief, puisque il y avait peu de zones de croissance ou peu de zones de reproduction pour ces espèces, puisque l'ensemble du canal et l'ensemble des canaux étaient
envasés du fait de l'absence de pente. Donc, au-delà des problématiques liées aux poissons, on avait également voilà, une flore qui était de bord de cours d'eau qui était très peu adaptée. On avait une flore essentiellement de milieu sec. Cela est lié au fait que la nappe d'accompagnement du cours d'eau se trouve dans le fond de vallée et puis que les lignes d'eau étaient calées justement par ces ouvrages, ce qui est très peu propice au développement d'une flore de milieu humide diversifiée. Donc, le principe du projet, évidemment, ça a été de juguler les problématiques que je viens de vous présenter, donc à la fois des problématiques hydrauliques et à la fois ces problématiques de biodiversité. Donc, on s'intègre dans un paysage où on est essentiellement sur des propriétés privées. Donc, ici, il a fallu, notre travail de maîtrise d'ouvrage, ça a été de convaincre les différents propriétaires, qui sont 5 ou 6 avec des exploitants agricoles, de s'engager dans une opération où on va remettre en fond de vallée les cours d'eau. Donc, l'idée, là, vous avez sur le plan les tracés des cours d'eau historiques qui sont en bleu. Donc, l'ensemble des parties qui ont été transformées par le passé en bief ont été, dans le cadre de ces travaux, remis en fond de vallée avec une morphologie beaucoup plus naturelle, donc la présence de méandres, etc. Donc, la restauration concerne aujourd'hui entre 1500 et 1600 mètres de cours d'eau qui ont retrouvé leur contexte méandriforme et donc une physionomie beaucoup plus naturelle. Je vais laisser peut-être maintenant, une fois que je vous ai présenté les objectifs un peu de ce projet, Christophe Lebas compléter mon intervention sur la stratégie de chantier qu'il a pu mettre en place pour parvenir à ces objectifs. Merci Pierre-Marie, bonjour à tous. Donc Christophe Lebas, gérant de la société Nature Environnement Terrassement. J'ai pu accompagner dans le projet qui était mené par maîtrise d'ouvrage du syndicat de la Brenne et orchestré par le maître d'œuvre Biotech. Nous, et vous savez en grande partie, c'est que quand on arrive dans ce genre de réponse à un appel d'offres, le projet est ficelé et qu'il est validé par le maître d'ouvrage, mais aussi par les instances telles que l'OFB et les services de l'État. Puisqu'il s'agit avant tout sur ce chantier-là de déplacer un cours d'eau sur plusieurs centaines de mètres. Alors, les projets de génie écologique, leur mise en œuvre, elles sont un peu atypiques à chaque chantier, puisque pour nous, chaque chantier est unique, tant dans sa propriété et surtout dans l'accaparation du projet. Comme l'a dit Pierre-Marie, c'est un projet qui courait sur plusieurs centaines de mètres. Là, on était entre 1500 et 1700 mètres. On était sur 2 sites, donc 2 propriétaires différents, et aussi 2 exploitants agricoles différents. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas le même discours avec tout le monde et que nous, en tant que maître, en tant qu'entreprise, on arrive en marchant sur les œufs, puisqu'en gros, on vient casser, ou du moins déplacer, remettre en état les profils naturels, alors que les cours d'eau sont déplacés depuis plusieurs centaines d'années. Pardon Christophe de te couper, est-ce que tu pourrais te rapprocher un tout petit peu de ton micro? On a un peu de mal à t'entendre. Alors, sur ce chantier-là, on avait 3 typologies de chantiers. On a donc fait appel à 3 entreprises spécialisées, puisque on avait à la fois de la démolition de l'ancienne chambre à turbine et le canal d'amener que nous a présenté tout à l'heure Pierre-Marie. On avait du génie civil, parce qu'il a fallu verser le cours d'eau, et une partie génie écologique. Donc, la partie démolition a été laissée à l'entreprise Marel. La partie génie civil a été donnée à à l'entreprise PCMF, et Enet s'est accaparé le parti gynécologique. Évidemment, ce genre de chantier, quand je disais que c'était atypique, c'est que remettre un cours d'eau en fond de vallée, ça demande plein de précautions forcément, mais surtout de mettre à sec, et on le verra sur les diapos suivantes, de mettre à sec des longs tronçons de cours d'eau pour pouvoir ne pas endommager l'écosystème aquatique. Et notamment avec le contrôle des MOS, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où vous perturbez les écosystèmes, il faut prendre toutes les préconisations, et on avait un équipement de turbidimètre. En parlant de pêche électrique, j'ai fait venir, juste une anecdote,
pour vous expliquer, c'est que quand on a fait la pêche électrique, la première chute, il y avait au pied de la chute 300 truites qui étaient bloquées. Et sur les 500 mètres en amont, on n'avait que 5 malheureuses truites qui se battaient en duel. Donc, preuve en est que l'impact des ouvrages transversaux dans les profils en long de cours d'eau sont assez problématiques. La stratégie de chantier demande aussi à aller abaisser une cote altimétrique de la fibre, puisqu'elle était traversante sur notre tronçon, et qu'il a fallu l'abaisser de plus d'1 mètre et en pleine zone humide. Donc voilà, ça a été aussi assez sympathique. Et enfin, le dernier point fort de ce gros chantier, c'est qu'on a transplanté 20 saules têtards qui allaient de 40 cm à 1 mètre de diamètre, bon, sachant que c'est des arbres qui étaient existants sur le bief dont on s'est séparé maintenant. Et l'idée, par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, était de déplacer ces arbres-là, qui avaient plusieurs dizaines d'années déjà, voire peut-être centaines, pour qu'ils soient assez opérationnels, puisque ça reste des niches écologiques qui sont efficaces et tout de suite. Dans la diapo suivante, voici le genre de planches, de travaux qu'on fournit au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage pour montrer que vous avez sur la partie gauche le bras de dérivation qui a été créé pour mettre en assec toute la partie suivante, comme je vous disais tout à l'heure, afin de ne pas perturber l'écosystème. Donc tout le profil qui était en aval du canal de dérivation a été pêché par la Fédération de pêche, ce qui nous a permis de pouvoir œuvrer et à créer les méandres que recherchait le maître d'œuvre dans le projet pour pouvoir intervenir sans gêner l'écosystème. Sur la photo suivante, on voit ce fameux canal qui est plutôt ici, là, qui a été défini, donc qui nous a permis de mettre en assec le tronçon. Et contrairement parallèlement à ce que je vous faisais voir tout à l'heure, c'est qu'on a pu créer toutes ces formes de méandres jusqu'au bout, et en évitant ainsi d'avoir l'eau sur le tronçon du chantier. Photo suivante, on a le deuxième site. Donc ça, c'était le premier, c'était le site en amont. On a le deuxième site où, sur la partie gauche, on voit l'ancien bief alimenté par un canal d'alimentation, sur lequel étaient présents les fameux saules dont je vous parlais. Et la problématique énoncée tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où on a des propriétaires et des exploitants, on prend le maximum de précautions pour abîmer le moins de surface possible, puisqu'on indemnise les agriculteurs aux pertes de récolte. Donc, l'idée, c'est au moins de respecter la propriété et les impacter le minimum possible. La photo suivante. Voilà donc le décalage et la remise en fond de vallée du cours d'eau et les fameux saules têtards qui ont été transplantés. Et ensuite un ensemencement qui vient derrière la clôture où on voit les quelques piquets qui sont déjà en place pour que le cours d'eau recoule à sa forme dans son lit initial. Alors vous voyez qu'il y a des formes un peu assez verticales. L'idée c'est que, alors verticale pas partout, justement, c'est qu'on a mis des points fixes à certains endroits avec des ouvertures de cours d'eau et des fermetures, donc des jeux de pincement et d'élargissement. Vous voyez en plein centre une souche qui a été implantée. Ça reste le boulot fourni par le maître d'œuvre qui, lui, veut ce genre de points durs pour que le cours d'eau, nous, on impulse et
que le cours d'eau, avec son énergie et ses crues, puisse à la fois transporter, mais surtout aller reformer ses formes les plus naturelles possibles. La photo suivante, je crois que c'est à toi, Pierre-Marie. Oui, donc la photo suivante, elle va vous présenter. Alors, il faut vous remémorer le canal que je vous ai présenté tout à l'heure, donc qui était tout à fait rectiligne, avec uniquement une bande où vous aviez une végétation constituée de roseaux et de baldingères. Donc là, très rapidement, je vous disais qu'on était encore en phase travaux. Donc, c'est des photos qui ont été prises il y a quelques semaines et puis quelques jours pour la photo de gauche. Donc voilà, très rapidement, l'idée, c'est de pouvoir redonner à la nature un milieu qui soit sur lequel en fait on voit pas tout de suite, enfin on oublie qu'on soit passé. Donc sur la photo de gauche, vous avez le milieu qui est déjà globalement en nouveau fonctionnement, avec des alternances de faciès d'écoulement, donc avec des mouilles des mouilles, et puis des zones d'écoulement plus rapides, et puis tous ces aspects méandriformes. Donc, vous avez vu aussi sur la photo de droite où on travaille beaucoup avec le bois. L'idée, voilà, c'est d'offrir aux différentes espèces qui vont être présentes des habitats qui sont déjà constitués. Donc voilà, donc on peut évidemment admettre que ça change complètement de l'habitat qui pouvait être présent dans le bief envasé. Là, au moins, on a une diversité des habitats, donc ils vont constituer une mosaïque de milieux différents sur lesquels les différentes espèces vont pouvoir s'implanter et recoloniser. Donc, notre opération, évidemment, au-delà du bénéfice de restaurer la continuité écologique, c'est-à-dire permettre aux poissons de l'aval de remonter vers l'amont, elle permet aussi de reconstituer des habitats aquatiques qui sont intéressants. Alors, je te laisse repartir là-dessus, du coup, et puis je dirai tout à l'heure sur l'aspect vraiment résultat de l'opération d'un point de vue écologique. Ça marche, merci. Dans les problématiques rencontrées, on a aussi, alors il faut savoir que pour nous, ça a 10 ans, le génie écologique, mais on a aussi une problématique qui est un peu publique, qui est l'appropriation de ce genre de chantier de génie écologique où, pour le public, il est presque transparent de mettre 1 million dans un rond-point, alors que les gens comprennent difficilement qu'on puisse parfois mettre plusieurs centaines de milliers d'euros, 100, 200, 300 000 euros dans tout ce qui est restauration du milieu naturel. Alors ça, c'est un discours qu'on entend de moins en moins, mais parce que les médias ont pris le relais et puis qu'aujourd'hui, la com fait qu'on entend plus parler, forcément, de la restauration de la biodiversité. Et aussi, alors ça, c'est pour le grand public et pour les élus, il est plus facilement envisageable d'aller couper un ruban pour l'inauguration d'une école que de couper un ruban pour une renaturation de cours d'eau sur plusieurs centaines de mètres ou plusieurs kilomètres. Ça, ce discours-là, dans les problématiques rencontrées, elles sont plutôt de contexte général. Pour ce chantier, en particulier, on a des saisonnalités dues au cycle biologique, notamment qui vit en cours d'eau, puisque, en gros, les travaux que nous faisons sont soumis à des autorisations et avec des courtes périodes. Donc, on est autorisé à travailler du 1er juin au 31 octobre. On a souvent des démarrages tardifs dus justement à des superpositions d'arrêtés préfectoraux, d'accords de subvention, puisque c'est des travaux qui sont soumis à des subventions publiques, généralement menés par des collectivités, des Comcom, des syndicats comme ceux de Pierre-Marie. Et justement, on a du mal à mettre en phase tout le monde pour qu'on puisse vraiment réellement démarrer au 1er juin. Donc, c'est souvent des chantiers qui démarrent fin d'été, voire début septembre, donc tout début d'automne. Donc, quand il faut intervenir en zone humide, ça reste assez compliqué. Et ce qui nécessite, le point suivant, c'est que ça demande des engins spécifiques. Et sur ce chantier-là, on a joué un peu de malchance, mais ça fait partie de la vie de chantier, c'est que à vouloir faire appel et devoir faire appel à des engins spécifiques, c'est que quand on a des pannes, ce genre d'engins spécifiques sont difficilement remplaçables. Donc, ça demande à chaque fois de la réactivité. Voilà. Et quand il y a plusieurs centaines de mètres,
à gérer, c'est encore plus complexe. Enfin, ce qu'on peut noter dans ce genre de chantier de génie écologique et l'activité d'aujourd'hui sur d'autres secteurs nous confirme, c'est qu'on a énormément de problèmes et de communication avec les concessionnaires de réseaux qui sont Enedis, qui sont les réseaux de fibres, les réseaux électriques, les réseaux d'eau potable. Et ça, c'est difficile malgré le fait qu'il y ait donc des déclarations de travaux qui soient engagées avant, des DICT qui sont engagés aussi avant les travaux, et on a du mal à joindre les concessionnaires. Et enfin, le dernier point que j'aurais pu mettre, c'était aussi l'absence générale parfois de maître d'œuvre sur ce genre de projet. Là, on a l'avantage d'avoir directement une fusée à 3 étages, un maître d'ouvrage qui est motivé, un maître d'œuvre qui est compétent parce qu'il a plein de casquettes et de compétences au sein de son bureau, et l'entreprise spécialisée qui est la nôtre pour que le projet soit le plus abouti possible. Je crois que c'est bon de mon côté. Donc, je vais reprendre cette présentation et la finaliser pour vous présenter les bénéfices qu'on peut observer sur les différents cortèges animaux et végétaux. Donc, sur les communautés piscicoles, qui étaient quand même un des principaux objectifs, notamment des propriétaires privés riverains, c'est vrai qu'ils étaient déçus d'avoir des cours d'eau, mais sur lesquels il n'y avait pas de poissons. Donc, alors, nous, sur cette opération-là, comme je vous le disais, elle est très récente, donc on n'a pas pu réaliser des pêches électriques après travaux, puisqu'il n'y a pas encore une année qui est passée. Donc, en fait, on va se baser sur des opérations similaires qui ont pu être conduites sur le fleuve de la Brelle, avec les mêmes techniques. Donc, sur les populations piscicoles et notamment la truite, on a systématiquement une multiplication par 10 des peuplements piscicoles, et ça se voit sur globalement tous les chantiers qu'on a pu réaliser. Particularité, donc sur un des chantiers qu'on a conduit à Saint-Germain, on a voulu aussi savoir si les populations piscicoles qui se trouvaient en aval de la zone de chantier bénéficiaient aussi du projet. Et donc, effectivement, on a réalisé des pêches électriques en aval, donc quelques centaines de mètres en aval de la zone de projet. Et on a aussi eu un bénéfice, donc une multiplication par 10 des populations de poissons, puisque en fait, les truites ont pu bénéficier des substrats et donc des habitats qu'on a pu leur recréer sur la renaturation. Donc, c'est évidemment positif sur la zone de travaux, mais également en amont et en aval sur les communautés piscicoles. Et ça se voit que ce soit le saumon ou la truite de mer chez nous. Concernant les analyses floristiques, donc on les a faites en réalisant la méthode des quadras. Donc, on regarde sur 1 mètre carré quelles sont les différentes espèces et leur densité. Et donc, on a pu observer sur ces opérations de renaturation qu'avant travaux, on a en général de 1 à 2 espèces par mètre carré, d'ailleurs des espèces essentiellement de milieux secs. Alors que quand on replace le cours d'eau dans son fond de vallée au plus proche de sa nappe d'accompagnement, on a une moyenne de 5 espèces par mètre carré. Cela est essentiellement dû au fait que la ligne d'eau de nos biefs, donc de nos anciens cours d'eau, elle est calée, donc elle ne varie pas. Or, les plantes ont à la fois besoin d'une proximité avec la nappe d'accompagnement et puis également d'une ligne d'eau qui varie au fur et à mesure de l'année pour permettre à une végétation diversifiée de s'implanter. Sur les aspects morphologiques, donc on a utilisé les indices d'attractivité morphodynamique et puis les indices de capacité astacicole. Donc là, c'est pareil, quand on regarde en fait la diversité d'un milieu avant intervention, on se rend compte qu'elle est très très faible, puisque le cours d'eau est essentiellement constitué d'éléments fins, de limons et de vases qui vont présenter une habitabilité extrêmement réduite. Alors qu'après l'intervention, on a une habitabilité qui est bien différente, avec la présence de branchages de sous-berges, de matériaux de galets, etc., qui vont donc constituer un milieu beaucoup plus diversifié. Donc, si on parle de notes à proprement dit, on passe par exemple d'un indice qui est pour l'attractivité morphodynamique de 320 à plus de 7000. Donc, on a vraiment un effet qui est très bénéfique.
Je ne l'ai pas dit tout à l'heure par rapport aux communautés piscicoles, mais donc le résultat se voit très très rapidement, c'est-à-dire que dès l'année d'après, on a une multiplication par 10 du nombre de poissons. Et sur notre plus vieille opération, donc, qui date de 2013, on a refait des pêches électriques cette année et on avait 24 fois plus de poissons qu'avant les travaux, enfin notamment de truites fario juvéniles. Donc les bénéfices sont durables dans le temps, notamment au niveau des poissons. Concernant les invertébrés, alors les résultats sont parfois un peu plus mitigés. Donc, on a 2 sites sur lesquels on a réalisé ces inventaires. Donc, sur un premier site qui s'appelle le Moulin de Rotois, on avait réalisé 3 IBGN, donc avec l'ancienne méthode en 2017, et on avait obtenu des notes qui allaient de 9 à 12 sur 20. Et l'IBGN, après les travaux, était de 16 sur 20. Donc là, on avait eu un résultat très positif. Sur un autre site, on a utilisé l'I2N2. Donc là, on a eu une petite amélioration, mais le cours d'eau était déjà en très bon état écologique sur ce critère des invertébrés. Et donc, le très bon état écologique a été maintenu sur ce site-là. Donc voilà, moi j'en ai terminé avec la présentation, les résultats. Donc je ne sais pas si cette présentation amène des questions, mais en tout cas, je tenais à vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation et pour la présentation de ce que vous avez fait et des résultats. On a 2 questions qui ont été posées. La première, c'est est-ce qu'il y a eu 100% de reprise sur les saules, sur la transplantation? Alors, on en est à 55 saules têtards de ce type déplacés. Aujourd'hui, on a toujours 100% de réussite jusqu'au jour où ça nous fera défaut, mais ça a demandé une technicité assez élaborée avec des sylviculteurs notamment pour mettre en stress des arbres qui sont vieux de plusieurs dizaines, voire centaines d'années, pour pouvoir les couper déjà d'une part, les mettre en tétard, les transporter, les déraciner. Donc là, aujourd'hui, oui, notre technique fait qu'on a 100% de reprise. Alors, on a transplanté ces vins-là. Reste à voir au printemps ce que ça va donner. Mais pour l'instant, sur les 55 premiers, on a 100%. On a utilisé forcément la même technique. Ok, super. Une deuxième question sur l'évaluation du niveau de la nappe avant-après. Alors, l'évaluation du niveau de la nappe, c'est en fait, la nappe sur notre cours d'eau est très peu associée au bief. C'est-à-dire qu'on a réalisé plusieurs fois, on a mis en place des piézomètres à proximité du bief. Et en fait, vous vous placez à 1 mètre de votre bief, vous n'avez plus d'humidité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on constate une biodiversité floristique très très faible en bord de bief. Vous avez de l'eau sur environ 1 mètre, même pas sur la berge, ce qui permet à certaines espèces de se déplacer. Mais dès que vous dépassez 1 mètre, en fait, les terres ne sont même plus mouillées. Donc la nappe d'accompagnement, elle est clairement drainée dans le fond de vallée. Et donc évidemment, nos projets n'ont aucun impact sur la nappe d'accompagnement, si ce n'est de la remettre en connexion avec son cours d'eau. Ok, super, merci. Et puis, dernière question qui vient d'être posée. Est-ce qu'il est possible d'avoir une idée du coût global de ce projet? Alors, l'opération, le coût global de ce projet est d'environ globalement 1 million d'euros. Donc, on est effectivement sur les études, les indemnités agricoles et puis la réalisation des travaux. Ça, c'est l'enveloppe qu'on a aujourd'hui, voilà, qui ne sera pas dépassée, peut-être un tout petit peu abaissée au final. Voilà. Mais l'ordre d'idée, c'est ça, sur ce type de projet. Ok, super. Merci beaucoup à tous les deux. Je vois qu'il y a d'autres questions. Je pense que vous pourrez y répondre peut-être par écrit. Je vous propose qu'on passe à la deuxième intervention, donc qui concerne le retour d'expérience de l'Abacé avec 3 intervenants cette fois-ci. Élodie Guégan de l'EPTB Seine-Grand Lac, Zineb Saad du Bureau d'études Écosphère et puis Bruno Mertens du Pinson Paysage. Donc bonjour à tous. L'objet de la présentation aujourd'hui, c'est de pouvoir vous faire un retour d'expérience sur le chantier de l'Abacé et donc sur un des sites de valorisation écologique. Donc, je serai accompagnée par la maîtrise d'ouvrage, donc le PTB Seine-Grand Lac représenté par Madame Élodie Guégan, ainsi que l'entreprise Travaux Pinson Paysage et donc par Monsieur Bruno Mertens. Élodie, je te laisse la parole.
Bonjour à tous, enchantée d'être là pour ce webinaire. Donc, je suis Élodie Guégan, donc je suis chef de projet à l'EPTB Seine Grand Lac. Donc, peut-être pour commencer quelques mots sur l'établissement public territorial de bassin Seine Grand Lac, donc qui a pour objet de faciliter la prévention des inondations, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, et puis la préservation et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes aquatiques et de zones humides. Donc, Seine-Grand-Lac aujourd'hui a l'exploitation de 4 lacs réservoirs, et je vais vous parler aujourd'hui du 5e ouvrage qui est du coup en construction et qui du coup est fondé sur 2 piliers. Un projet donc hydraulique, à savoir l'objectif étant la protection de la région Île-de-France contre les inondations, et un pilier objet de notre présentation aujourd'hui, écologique, avec la valorisation et la restauration de la bassée aval. Alors, donc du coup, ce projet, c'est un projet global qui est constitué de 9 casiers. Aujourd'hui, on va s'intéresser au premier casier, dit site pilote. Donc, sur son aspect hydraulique, je vais passer assez rapidement, mais donc globalement, vous voyez sur ce plan en rouge la future digue, donc qui correspond à la limite du casier, à l'intérieur duquel, en moyenne, tous les 6 ans, on va venir prélever l'eau de la Seine grâce à une station de pompage pour permettre l'atténuation de la crue. Et puis, à la fin de la crue, par ruissellement, l'eau va retourner en Seine. Et donc, par la création de ce casier, on va avoir à l'intérieur la réalisation de mesures dites compensatoires, donc des mesures de génie écologique réglementaires, obligatoires, pour permettre de compenser les impacts liés à la création de ce casier. Donc, les mesures compensatoires, vous pouvez les apercevoir ici sur cette carte. Comme vous pouvez le constater, ils sont globalement à l'intérieur du site pilote, avec des mesures qui correspondent donc globalement à la restauration de cours d'eau, de noues, à la création de mares, à la création de chenaux, à la mise en place de radeaux pour les sternes, à la création d'hibernaculum, à la restauration de berges pour faciliter du coup la transition entre l'eau et la terre, et puis à la mise en place aussi la conservation plutôt d'îlots de sénescence, ou bien encore donc à l'extérieur du site pilote que vous voyez sur la gauche, la mise en place de prairies sèches, notamment pour la préservation du muscardin. Ce qui est un petit peu original sur ce projet, donc c'est au-delà des mesures compensatoires, Seine Grand Lac a voulu avoir du coup une démarche volontariste pour aller plus loin et faire plus de travaux de génie écologique, en réalisant également des travaux sur des sites dits de valorisation écologique. Donc, sur l'ensemble de ce premier site pilote, on est à peu près sur 120 hectares de mesures de restauration écologique, dont plus de 50 hectares de milieux restaurés sur la partie valorisation écologique, qui sont principalement constitués de zones humides. Et donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de se concentrer sur un des sites qui a été donc le site Les Parquets, qui a été réalisé par l'entreprise Pinson Paysage et suivi par la maîtrise d'œuvre Écosphère. Alors, du coup, l'idée, c'est de vous reconstituer un peu le contexte. Donc, on était sur un ancien vrai bras mort de la Seine. Donc, comme vous voyez sur la diapo, on a la Seine qui est chenalisée. On devine un ancien méandre de la Seine qui a été entrecoupé lors de la mise à grand gabarit de la Seine sur ce tronçon. Et là, on est sur un ancien vrai bras mort de la Seine qui était connecté partiellement à la Seine via un ouvrage de génie civil. Il s'agit d'un milieu qui était largement envasé et principalement envahi par la végétation ligneuse. Les formations herbacées humides, donc notamment les roselières et carissées, avaient plutôt tendance à régresser sur ce site, et alors qu'elles étaient autrefois très riches tant sur le plan floristique que faunistique. Donc là, vous avez quelques photos du site avant le démarrage des travaux. Comme vous pouvez le voir, en fait, globalement, on vous présente un milieu qui est plutôt assez boisé, qui s'est refermé. Et même au niveau des zones un peu marécageuses et peu praticables. Donc, on voit globalement, ce qu'on peut vous montrer, c'est un milieu très, très refermé.
Donc, l'objectif des travaux a été la restauration du fonctionnement hydraulique d'une des plus intéressantes annexes hydrauliques de la Bassée aval, donc on appelle nous aujourd'hui site de valorisation 1. Le deuxième objectif était la restauration d'un des très rares bras morts de la Seine, donc par réouverture de ce milieu et notamment par la réouverture des berges exondables sur sol paratourbeux. C'est l'un des habitats qu'on trouve exceptionnellement en Bassée. Et enfin, la restauration des roselières et de végétation hygrophile caractéristiques des zones marécageuses qu'on trouvait historiquement sur cette zone de presqu'île. Sur cette zone de travaux, on avait un ensemble d'enjeux écologiques importants avec la présence de nombreuses espèces végétales remarquables, d'insectes ainsi que de mollusques rares sur ces zones humides. Il s'agit d'une ancienne zone de marée positionnée sur une nappe quasi infleurante. Donc là, on passe sur une contrainte qui est technique, avec une épaisseur de substrat très faible. On est sur des zones flottantes, donc ce qui a été une contrainte majeure pour l'entreprise travaux pour adapter notamment ces engins et ces périodes d'intervention. La presqu'île est assez isolée, elle présentait très peu d'accès et son principal accès était de traverser les bras morts qui l'entouraient, ce qui rendait l'accès et l'intervention sur cette zone assez compliquée. Enfin, le tableau que vous voyez au-dessus, c'est le tableau des contraintes écologiques. Un ensemble de contraintes écologiques a été donné au niveau du planning. Une intervention spécifiquement pour les abattages en période hivernale entre septembre et février. Cependant, on avait une contrainte météo qui était qu'à partir du moment où l'automne et l'hiver arrivaient, on n'était plus sur les périodes d'étiage et donc ce qui compliquait techniquement l'intervention de l'entreprise sur le site. Comment on a pu monter notre DCE et la consultation des entreprises? Dans le cadre du CCTP, ont été définis les objectifs et les contraintes techniques et écologiques qui ont été imposées aux entreprises. Une visite obligatoire a été mise en place pour la réponse des entreprises dès la première slave de réponse afin de présenter en direct les contraintes d'accès et écologiques afin qu'on puisse avoir des réponses dès le départ avec une prise en compte de l'ensemble des éléments. Il a été demandé aux entreprises de proposer plusieurs solutions techniques pour la mise en œuvre des travaux, et notamment de coupe et d'abattage, tout en respectant la sensibilité des sols, ainsi que l'ensemble des contraintes d'accès. On voit bien que la plus grande contrainte qu'on avait, c'était limiter le nombre de passages sur le sol, étant donné qu'on était sur un sol qui était plutôt paratourbeux et flottant. L'adaptation des engins, on a demandé l'utilisation de matériel adapté, donc notamment de pelles marées ou de matériel autoporté. Et il y a eu un certain nombre de balisages d'espèces d'arbres et d'espèces à conserver sur le chantier. Je vais laisser la parole à Bruno Mertens de l'entreprise Pinson Paysage pour vous présenter comment se sont déroulés les travaux et quelles ont été les modalités toutes les modalités qui ont permis d'adapter le chantier à la réalité du site. Merci à vous. Donc pour resituer un petit peu Pinson Paysage, on réalise des travaux de génie écologique depuis une petite dizaine d'années et on a une vingtaine de salariés qui réalisent uniquement ce type d'aménagement. Et donc là, en l'occurrence, en fait, c'est l'agence de Villeneuve-le-Comte qui a été qualifiée Calister il y a 1 an, qui a réalisé les travaux. Donc en fait, sur le site, on a eu 2 possibilités d'accès. Il y avait un accès qui était plutôt court, qui était la solution 1, qui permettait d'aller très rapidement et de sortir le bois sur la route RD 75. Et on avait un deuxième accès qui était la solution 2, là à l'écran, qui présentait l'inconvénient qui était beaucoup plus long et qui on pouvait dégrader sur une plus longue longueur tout le cheminement. Donc nous avons choisi la solution 1 pour aussi réduire les dégradations des chemins aux alentours. Parce que le but du génie écologique, c'est d'intervenir avec le minimum de dégâts sur la biodiversité. Donc, on a utilisé la solution 1. Alors, en fait, on avait l'objectif était d'abattre un boisement au milieu du marais. Donc, c'était un bois impénétrable avec des frênes secs qui étaient sur pied, qui faisaient 10-12 mètres de hauteur, avec une strate un peu plus basse de 6 mètres de hauteur, avec des pruneliers, des cornus, des aubépines et des prunus padus. Donc la contrainte, en fait, c'était l'accès à la presqu'île. Donc on devait traverser une lame d'eau de 10 à 50 cm. On a peu de portance sur l'île et notamment les bords de l'île, sur 3-4 mètres de largeur, on n'avait quasiment aucune portance, même à pied.
Donc, le choix a été de prendre une pelle qui fait 21 tonnes, qui a un grand bras, qui est en huile hydraulique bio, au cas où qu'il y ait des fuites, et donc qui a des chenilles marées qui font 1,20 m de large, et qui permettait en fait de limiter les mouvements sur l'île, pour éviter en fait que l'eau remonte à travers la couche tourbeuse et que l'ensemble de la presqu'île devienne impraticable. Donc le but, c'était vraiment d'avoir une grosse pelle qui a circulé sur 2 chemins le long de la presqu'île et qui a fait le minimum de cheminement sur l'ensemble de la surface. Donc on a utilisé en fait une pince forestière au bout de la pelle et pas une tête d'abatteuse. En fait, on a travaillé avec des hommes qui ont abattu les arbres et la pince en fait a maintenu les arbres et les a couchés doucement pour éviter en fait que au moment de la chute ça choque aussi et puis que ça bouge la couche qui est très sensible. L'ensemble des arbres ont été marqués par Madame Taha. Et donc, on a gardé en fait quelques chênes, enfin les chênes et les peupliers avec des cavités. Et puis, on a balisé aussi surtout les zones qui n'étaient pas du tout portantes pendant le chantier. Et ensuite, on a utilisé un petit bobcat qui était plutôt léger pour broyer toute la végétation qui faisait 4 à 6 mètres de hauteur. Voilà, donc l'appel grand bras, en fait, elle est restée relativement statique et en fait, elle a utilisé en fait sa pince pour se mettre en fait des troncs au fur et à mesure pour pouvoir avancer et rouler dessus. Elle a utilisé en fait les troncs qui ont été abattus devant elle et puis elle a roulé dessus. En haut à droite, on voit en fait qu'on arrache directement des arbres dans une zone de tout radon. Donc, on arrache carrément l'arbre avec les racines. Et puis, en fait, ça permet d'aller très loin et puis d'éviter d'aller à pied parce qu'en fait, c'est impraticable. Voilà. Donc, le site, à la fin des travaux, en fait, on a une zone qui est nue. On a retiré en fait le bois, en fait on a un cheminement, donc on a retiré le bois qu'on a laissé se laver à la pluie, qu'on a réutilisé en bois de chauffage et en broyage. Et puis ensuite en fait la végétation a repris le dessus au fur et à mesure du temps. Donc les travaux ils ont été réalisés en octobre 2022. Et donc, on est retourné la semaine dernière et donc on voit déjà la végétation repercée à travers. Et en fait, on voit que la nature fait très, très bien les choses et qu'elle reprend vraiment de manière naturelle. Et ce qui est absolument magnifique de voir, c'est qu'en fait, elle fait vraiment très, très bien les choses. Et donc, en gros, pour vraiment, l'opération a été un succès. C'est aussi la relation qu'il y a eu entre la cliente, la maîtrise d'œuvre et l'équipe. En tout cas, en fait, c'est une technique qui n'avait pas été utilisée sur les chantiers Ecosphère. Donc, ils nous ont fait confiance. Et donc, en fait, l'ouverture d'esprit a fait que on a pu mettre en place cette technique qui a été adaptée. On a eu aussi des bonnes conditions climatiques qui sont très importantes. On est allé très, très vite aussi sur le chantier, on l'a fait en moins d'1 mois. Et donc, on a une belle ouverture. Et puis, les moyens étaient adaptés. Vraiment des gens à l'écoute et ça a été très agréable de réaliser ce chantier. Du coup, pour conclure sur un peu les spécificités de ce chantier, donc ce qui a été important et je pense qui a permis d'avoir ce succès, c'est qu'on n'a imposé aucune technique au niveau du stade DCE. Donc ça a été vraiment une proposition de la maîtrise d'œuvre Ecosphère et que la maîtrise d'ouvrage Seine Grand Lac a suivi. Et on était vraiment sur un objectif de résultat. Donc, pour nous, maîtres d'ouvrage,
ça a nécessité qu'on accepte de ne pas avoir des réponses dès l'appel d'offres et du coup de ne pas figer la méthodologie et le matériel pour vraiment s'adapter au site, puisque c'est quand même la principale caractéristique, je pense, des travaux de génie écologique. Et ça a demandé, une fois la consultation réalisée et la désignation de l'entreprise, une adaptabilité aussi forte de la maîtrise d'œuvre qui a été très présente sur ce chantier, au jour le jour, pour valider les propositions de l'entreprise en fonction des conditions réelles du terrain. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention, pour cette présentation. Comme vous l'avez vu, le chantier s'est vraiment déroulé entre mi-septembre et mi-octobre 2022. Donc, on a pour le moment très peu de retours d'expérience à vous faire sur l'évolution des milieux et notamment le résultat des suivis écologiques, contrairement à la présentation qui s'est faite juste avant. Cependant, on a pu vous projeter les premières photos qui datent de la semaine dernière, sur lesquelles on voit que malgré l'absence de replantation, en tout cas de végétalisation du site, le site aujourd'hui étant à la bonne cote et ayant un milieu qui a été réouvert, la végétation commence à reprendre le dessus. Donc, on vous donne rendez-vous dans quelques années pour vous faire un nouveau retour sur l'évolution du site et notamment sur les premiers résultats écologiques. Merci à tous les trois. Le rendez-vous est pris. Il y a quelques questions qui ont été posées dans les discussions. La première, c'est pourquoi certains arbres ont été laissés, mais peut-être plus largement, comment vous avez choisi ceux qui restaient ou pas? En fait, c'est justement l'un des éléments qu'avait précisé Élodie, c'est qu'en fait, on avait donné un objectif, on avait précisé qu'il y avait un certain nombre d'arbres qui allaient être préservés, parce que, ayant parcouru le site en mode fermé, en quelque sorte, on savait qu'il y avait du potentiel et quelques chaînes qui étaient sur site. Et donc, c'est là où la présence effectivement de la maîtrise d'œuvre et l'écoute de l'entreprise a été très importante, parce qu'en fait, ils ont avancé au jour le jour sur le site et ils avaient comme consigne de préserver les grands sujets qu'ils voyaient et le maître d'œuvre validait à l'avancée les arbres qui étaient maintenus ou pas. Et donc, principalement, en fait, on a retrouvé 4-5 gros chênes au milieu de la presqu'île. Comme le précisait Bruno tout à l'heure, en fait, sur les bordures, la presqu'île était vraiment impraticable parce qu'elle était affleurante au niveau d'eau. Mais par contre, plus on avançait vers le centre, plus on avait un cœur qui était un peu plus haut. Et donc, c'est sur ces zones-là qu'on a retrouvé les gros chênes et quelques peupliers en bon état et qu'on a pu préserver. Et en parlant de l'île, du coup, il y a une deuxième question qui est en rapport avec la présence d'enjeux habitat sur l'île. Donc, en fait, les enjeux habitat étaient présents en fait, sur la partie plutôt aquatique. Donc, c'était pour ça qu'effectivement, l'un des enjeux était de pouvoir accéder au site sans abîmer les zones aquatiques. Donc, l'une des réponses qui a été faite parfois dans les appels d'offres, c'était d'arriver par voie aquatique. Et donc, forcément, il y avait un impact sur toute la végétation et la faune piscicole sur ces sites-là. Donc, c'est pour ça que l'entreprise, son paysage, avait proposé 2 solutions qui étaient plutôt terrestres. Seule la solution qui a été retenue permettait de traverser un bras sur la zone la moins impactante et le reste des habitats ont été préservés, n'ont pas été touchés du tout. Ok. J'enchaîne du coup sur une autre question qui concernera plus Élodie cette fois-ci. Donc, c'est en fait comment est-ce que vous avez fait pour noter les offres si les techniques n'étaient pas imposées, s'il n'y avait pas un minimum de techniques imposées. Et puis, en lien, une deuxième question qui demande quelle a été la réaction des services de l'État sur ce manque de précision? Alors, du coup, sur la partie offre technique, justement, en fait, on avait déterminé une grille d'analyse qui était assez contrainte et assez précise, ce qui nous permettait, en fait, à chaque fois de noter les entreprises en fonction de leurs réponses, en sachant que parmi les critères, il y avait les aspects écologiques, donc comme l'a précisé Zineb, comment on impactait le moins possible les milieux. Il y avait la question de la sécurité aussi, parce qu'on était sur des sols très peu portants. Donc, comment garantir aux ouvriers l'absence d'accident. Et du coup, en fonction de ces différents critères, là, je vous donne que les principaux, on a noté en fait chaque entreprise, en sachant qu'on a eu des résultats qui étaient très différents parce qu'on nous a proposé une tyrolienne, on nous a proposé un hélicoptère, on nous a proposé, comme on l'a dit tout à l'heure, le bateau. Donc,
beaucoup de techniques, mais l'objectif à chaque fois, c'était, voilà, on a un objectif, on a des critères qui sont pondérés en fonction de leur importance, notamment, voilà, il y a à la base aussi le respect du calendrier écologique, etc. Et donc, en fonction de tout ça, en fait, on a pu noter les entreprises de façon objective et, on va dire, classique par rapport à un marché public. Et donc, la Alors pour la... deuxième, je Voilà, donc laisse, je vais prendre la... je laisse Zineb compléter. Voilà, c'est ça. Donc pour la partie comment les services de l'État ont réagi, donc en fait, lors de la rédaction de l'étude d'impact, dans tous les cas, on ne précise pas la méthodologie de mise en œuvre des travaux. Donc les objectifs étaient très clairs et les contraintes ont été très claires dans l'étude d'impact. Et en fait, dans le cadre de ce projet, on transmet à la DRIAT avant démarrage du chantier, un mois avant, l'ensemble des éléments techniques, organisationnels et planning, etc., avant le démarrage, ce qui leur laisse le temps de faire un retour si nécessaire, s'ils ont des questions, des demandes de précision. Et donc, un mois du démarrage du chantier, on avait totalement déjà une vision sur la principale technique qui sera utilisée. Les différentes options sur lesquelles on avait un doute leur ont été précisées également dans les documents. Ils sont derrière destinataires de tous nos comptes rendus chantier chaque semaine, donc ce qui permet de les tenir au courant à l'avancée. Et si jamais il y avait vraiment un besoin de statuer sur une modification complète de méthodologie, en fait, ils étaient sollicités pour avoir leur avis avant de continuer les travaux. Donc ça n'a pas été le cas parce que globalement, on a pu rester finalement sur les méthodologies qui ont été proposées par Pinson Paysage un mois avant le démarrage du chantier, si ce n'est des adaptations complètement à la marge lors de la mise en œuvre des travaux qui ne nécessitaient pas un retour de la part des services de l'État. Ok, super. Merci beaucoup à tous les trois pour cette présentation. Il y a encore quelques questions, si vous voulez y répondre par écrit dans les discussions ou dans la partie Q&R. Et je vous propose qu'on passe au troisième retour d'expérience sur la restauration des espaces de bon fonctionnement de la Bienne avec Romain Bellier du PNR du Haut-du-Jura et puis Julien Perrin du département génie écologique de Vinci Construction Maritime et Fluviale. Bonjour à tous. Romain Bellier, je suis chargé de mission pour le PNR de Haut-Jura. Donc après la compétence GEMAPI sur le territoire de la Haute-Vallée de l'Ain et de l'Orne. Moi, je suis responsable sur le bassin versant de la Bienne, qui est un affluent de l'Ain. Donc, je veux bien si tu peux passer la diapo suivante, juste pour vous présenter le contexte au moins très rapidement, sans rentrer trop dans le détail, puisque c'était une grosse opération. Ça a été initié en 2015-2016 avec des travaux d'universitaires, des travaux même de prédécesseurs avant qu'on arrive, nous, au parc, et que la compétence GEMAPI soit prise en 2018. Les carrières de Georges et l'Avancia, donc c'est les deux photos que vous avez là, elles se situent sur la basse vallée de la Bienne. Donc, contexte, on va dire, la Bienne plutôt torrentielle sur la partie amont et quasiment ancien système en tresse sur la partie basse. Alors aujourd'hui, ça n'existe plus du tout, hein, parce que ces contextes ont été fortement perturbés. Mais contrario des présentations qu'on a vues tout à l'heure, on est plutôt sur des cours d'eau violents on-off, c'est-à-dire vous passez d'un module qui peut être, on va dire, à quelques mètres cubes secondes à des crues qui sont de l'ordre de 300-400 mètres cubes secondes en temps normal, et quand c'est descentenal, c'est 800 à 1000 mètres cubes secondes. Donc ça rend les dimensionnements, notamment sur ces projets-là, assez compliqués parce que c'est des cours d'eau un peu ce qu'on appelle chasse d'eau, c'est-à-dire c'est vraiment on-off. Là, ce qui est intéressant sur ces deux sites-là, à Georges-Lavancia, c'est que c'est des anciens sites d'extraction. Je veux bien que tu nous mettes la diapo suivante, s'il te plaît, Julien. Et vous allez voir dans le contexte. L'avantage, c'est qu'ils n'étaient pas très éloignés l'un de l'autre, quelques kilomètres à vol d'oiseau. Le désavantage, c'est que les impacts ont été très rapprochés sur la basse vallée de la Bienne. Et pour vous poser le contexte général, sur la vallée de la Bienne, il y a un barrage qui s'appelle le barrage d'Étape qui est en amont de la vallée de la Bienne et qui, lui, quand il a été mis en service en 1932-1934, a littéralement bloqué du jour au lendemain tout le transport sédimentaire de la Bienne, comme plein de cours d'eau alpins. Et ça a eu des conséquences sur la vallée derrière. À l'époque, donc aujourd'hui, on a en déficit ce barrage-là, il stocke 650 000 m3 de matériaux. Juste le barrage. Ce qui fait que la basse vallée de la Bienne, entre-temps, il y a eu des conséquences, elles sont enfoncées d'à peu près 2 mètres, 2,50 m sur 25 km de long. En plus de ça, vous avez les images historiques des sites de Georges et l'Avancia qui étaient deux grosses zones d'extraction de granulats où il y avait des exploitants. Et rien que si on fait les proportions des plans d'eau que vous voyez en photo par rapport à 1938, il y avait du prélèvement et dans la rivière et dans les milieux, on va dire, limageurs à côté.
Ce qui fait que les déficits sur chaque site, à minima, c'est entre 500 000 m3 et 1 million de mètres cubes sur chacun des sites. Ce qui fait que c'est devenu encore accentué le phénomène sur la Bienne. Et ce qui est troublant quand vous voyez les photos de 1938 qui sont à gauche et les photos que vous voyez à droite de la situation après, c'est qu'en gros, vous aviez une rivière qui faisait, on va dire, quand il y avait des crues, c'était de montagne à montagne, donc ça pouvait faire entre 200 et 300 mètres de large. La rivière, aujourd'hui, en lit normale, n'en fait que 30. Donc ça a eu des conséquences drastiques et dramatiques sur comment fonctionne l'écosystème du lit mineur et du lit majeur. Je veux bien la diapo suivante, s'il te plaît. Donc les conséquences, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a eu une incision généralisée du lit. Alors ça, c'est le cas pour quasiment tous les cours d'eau de la région Bourgogne-Franche-Comté qui descendent du plateau jurassien. C'est le même combat. Et c'est à peu près la même chose dans les Alpes. À partir du moment où le transport sédimentaire il est rompu, qu'il soit très fin ou très grossier, ça a eu tendance à complètement déconnecter les zones humides, etc., qui étaient liées au cours d'eau. Ça a stabilisé la bande active. Et quand ça a stabilisé la bande active sur la partie de la Bienne, en l'occurrence, on a des cours d'eau qui font 30 mètres de large, avec une lame d'eau qui est généralement faible, donc à peu près 10 à 20 cm en été, qui a des températures qui deviennent très importantes, 25-30 degrés sur des cours d'eau jurassiens quand vous êtes à 800 mètres d'altitude, ça n'a plus de sens. En fait, au bout d'un moment, ça devient insensé. Et ça, c'est les conséquences qu'on commence à voir de plus en plus aujourd'hui sur ces milieux-là. Et au bout d'un moment, c'est une déconnexion complètement totale des milieux alluviaux qui sont associés à ça. Et donc, par effet de cascade, des espèces qu'on retrouvait là-dedans. Et là, je vous ai remis une petite photo pour se rendre compte de ce que c'était l'exploitation à l'époque. On ne sait même pas trop où est la Bienne là-dedans, et pourtant, c'est un cours d'eau qui est assez costaud. C'est de la taille d'un cours d'eau comme l'Ain, donc c'est des cours d'eau assez importants. Et vous voyez qu'en fait, c'était exploité de tous les côtés. Et on ne peut pas bien le voir sur cette photo, j'en suis navré, mais en fait, il faut imaginer que la berge que vous voyez à gauche, là où on a une route un peu sur le fond, c'est 25 mètres plus haut que le lit de la rivière. Donc ça veut dire que la vallée, à cet endroit-là, a été exploitée sur 25 mètres de haut en granulat par rapport à la rivière et sur les terrasses alluviales de les plaques. Donc les impacts, ils ont été dément en fait. C'est même dur à imaginer aujourd'hui, ça ne ressemble plus à ce qu'on a pu connaître en 1932 ou 1934. Voilà. Je veux bien la diapo d'après. Quand on a dressé le constat un peu de tout ça, on a eu souvent les critiques de quand il y a eu des dégradations aussi lourdes, à part mettre des moyens lourds, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc on a décidé, en tout cas sur cette site-là, il y a eu une étude de l'université de Lyon 2 qui, en 2015-2016, il y a une stagiaire qui a fait un travail d'enfer. On a identifié les 4 zones, on va dire, où on pouvait encore se permettre, là où il y avait la divagation historique du cours d'eau la plus importante et là où la plaine alluviale était la plus importante. 4 sites ont été identifiés, Jeur et l'Avancier étaient dedans. Et on s'est dit, OK, là, on va mettre des moyens lourds pour essayer de restaurer un peu ces milieux-là. Il y avait quand même des contraintes assez fortes, c'est-à-dire gérer les risques hydrauliques, c'est ce qu'on appelle des phénomènes de capture. Pour ceux qui connaissent un peu, par exemple, sur les barrages de la Dordogne, il y a eu souvent des carrières en bordure de plans d'eau. Et le plus gros risque que vous avez, c'est qu'en gros, quand il y a une digue qui a été faite à ras un cours d'eau, le jour où elle cède, le cours d'eau se fait capturer par le plan d'eau. Et jusqu'à temps que le plan d'eau soit rempli en matériaux, il n'y aura pas de rééquilibrage général du profil en long et du profil en travers, parce qu'en fait, le milieu va être saturé en fait, le temps que le trou se comble. Et les conséquences, quand il y a des trous qui font 6 à 10, voire 15 mètres de profondeur à ras un cours d'eau, c'est que les conséquences hydrauliques et même sur les infrastructures autour, les ponts, les fondations des ponts, les maisons, etc., elles peuvent être drastiques. Et en l'occurrence, à Jeur et à l'Avancia, on est dans des zones en PPRI, il y a des habitations, il y a des ponts en amont et en aval. Donc ça a été aussi prédominant de pouvoir résoudre cette problématique-là. Et dans l'approche, c'était de dire on n'impose pas forcément des choses à la rivière, on laisse de la place à la rivière pour qu'elle puisse faire ce rééquilibrage général, on lui donne juste les armes pour le faire, en gros. On n'a pas décidé d'un chenal en particulier. Et in fine, mais qui est toujours le message un peu plus dur à faire comprendre aux gens derrière, c'est pour tout ça améliorer la connexion des compartiments annexes. Donc on ne l'a pas fait. Il va falloir imaginer que les pelles, c'est ce que présentera Julien derrière, on n'est pas intervenu quasiment dans le lit mineur du cours d'eau. Aucune pelle n'est allée dans le lit mineur du cours d'eau. Et je vous ferai voir les évolutions du système derrière. On peut n'intervenir que sur le lit majeur d'un cours d'eau et avoir des conséquences majeures sur le lit mineur. On n'a rien touché du lit mineur, juste parce qu'on a laissé de la place. Voilà.
Je laisse la parole à Julien pour la partie vraiment axée travaux. Alors, pour ce projet, en fait, il y a eu donc 2 chantiers, la Bienne sur Geur et la Bienne sur l'Avancia. Donc là, vous avez quelques chiffres représentatifs des différents projets. Ce sont 2 projets sur lesquels, en fait, on essaye aussi via cette activité du génie écologique, qui est une activité qui parle d'écosystème, d'associer aussi un écosystème local, économique, donc avec des partenaires de travaux qui sont des acteurs plus ou moins locaux, et en partenariat aussi avec le maître d'ouvrage, d'organiser des journées pédagogiques avec notamment le lycée de Montmoreau pour des journées de plantation d'élophytes qui se font sur les fins de travaux. C'est un projet qui a été conçu par Artelia, accompagné d'un bureau d'études naturaliste CDO Environnement. Pour ce qui est du projet, le but, moi je ne vais pas vous présenter toutes les phases de travaux, mais je vais plus vous présenter les ajustements et les aléas qui sont liés, qu'on peut rencontrer tous dans ce type de projet sur la réalisation des travaux. Donc la première, c'est la prise en compte des enjeux espèces protégées dès le démarrage, qui nécessite, comme on l'a vu sur les exemples précédents, de prendre en compte des calendriers des différentes espèces, des différents milieux, des différents habitats, des calendriers qui sont aussi en lien avec des autorisations préfectorales. Et pour ce faire, donc, ces chantiers se sont faits systématiquement en 2 phases, avec une première phase qui était les travaux de traitement de la végétation en période hivernale et les travaux de terrassement qui se sont faits plutôt en période estivale. Pour ce qui est des enjeux d'espèces invasives, donc sur les différents projets, en fait, vous avez habituellement dans les marchés et dans les montages de projets des états des lieux qui sont faits à des instants T. En fait, côté entreprise, dès la phase appel d'offres, en fait, on a l'obligation, en tout cas, si on veut faire un chantier de qualité, on a nécessairement besoin de refaire une actualisation de la cartographie, parce que on est dans des milieux, la nature évolue et les espèces invasives se déplacent, s'étendent ou pas. Donc, il faut, dès la phase appel d'offres, prendre en compte ces impacts dans le chiffrage, dans les méthodes, dans l'organisation d'un chantier. Et sur ce projet, pour l'ensemble des espèces invasives rencontrées, principalement la renouée du Japon, le Buddleia, il y avait un peu un panel d'une dizaine d'espèces au plus. Les solutions techniques ont été assez simples, vu qu'on est sur des anciennes gravières. Nous sommes partis sur, ce qui était demandé aussi dans le cadre du marché, sur des purges préalables au terrassement et une immersion dans les plans d'eau, dans les zones de remblais de grande hauteur. Autre paramètre qu'on rencontre aussi quand on travaille dans un milieu naturel, c'est l'hydrologie, surtout sur des cours d'eau proches des montagnes. On a tous des obligations réglementaires, on a tous des obligations contractuelles. Pour autant, il est toujours intéressant et utile de prendre en compte dès la phase appel d'offres des aléas qui sont plus ou moins récurrents. Les différentes crues qu'on peut subir pendant les travaux. Donc là, vous avez sur la gauche une photo d'une crue qui s'est produite juste après la phase des travaux forestiers, qui a nécessité une réactivité dans la foulée, c'est-à-dire de réintervenir et boucher une brèche dans la digue pour être sûr de ne pas avoir une capture de la Bienne par les gravières. Et sur la droite, c'est le site de l'Avancia où nous étions en pleine phase de remblaiement du plan d'eau amont, vous verrez un peu plus tard, et pour lequel, vous voyez, on était contraint de s'arrêter quelques temps pour pouvoir continuer le chantier. Et juste pour te compléter là-dessus, Julien, la photo, alors on ne peut pas rentrer trop dans le détail aujourd'hui parce que moi j'avais eu l'occasion de filmer notamment le phénomène qui était là-bas. Il faut imaginer, on a commencé les travaux, donc il n'y a pas eu de crue importante depuis 90-91 sur la Bienne qui étaient des crues centenales. Hein. Donc on dit toujours au niveau statistique, en 90 et 91, ils ont pris 2 crues centenales en 2 ans. Donc ça peut arriver. Et depuis, la Bienne n'a plus eu de crue importante. Et le jour des travaux, on a pris une crue qui était une équivalente, on va dire, Q4 ou Q5, donc de crue de retour 5 ans, ce qui n'est pas exceptionnel. Mais sur la Bienne, une retour 5 ans, je ne sais plus si c'est 300 ou 400 mètres cubes secondes, et ben, elle a trouvé le moyen de casser la brèche, de casser la digue principale sur 25 mètres de long, et le cours d'eau s'est enfoncé. s'est engouffré dans le plan d'eau principal. Et on commençait à avoir le phénomène de capture qu'on redoutait tant, qui commençait à arriver sur le chantier. Donc là, effectivement, ça fait partie des adaptations qui peuvent être demandées à une entreprise
dans le cadre du marché parce que ça arrivait pile poil au moment où on intervenait sur la digue. Voilà. Ensuite, donc, le projet consistait à redonner de l'espace à la rivière pour ce faire de déblayer une partie de ces berges pour pouvoir remblayer et de mettre les matériaux en remblai dans les anciennes gravières. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on remblait des gravières qui ont été exploitées pendant plusieurs années, il y a une maîtrise plus ou moins délicate des tenues de matériaux en remblai dans l'eau. Et il faut, pour ce faire, être en capacité de mettre les matériaux au bon endroit, de privilégier les zones à remblayer pour pouvoir créer les milieux qui sont recherchés et être en permanence dans l'adaptation et dans l'évolution du projet. Les marchés sur lesquels on s'engage sont des marchés avec des plans et des objectifs. Pour autant, ce qui est important de prendre en compte, c'est que l'objectif premier d'un projet de génie écologique, c'est les fonctionnalités qui sont recherchées et non pas forcément le dessin qui est réalisé sur un bout de papier. Donc, pour conclure sur la réalisation, en fait, c'était de vous faire part des attentes qui sont, je pense, pour tous les acteurs du génie écologique, qu'ils soient maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre ou entreprises, que sont la souplesse de chacun sur l'évolution d'un projet, de sa phase de conception à sa phase de réalisation, d'une adaptabilité significative dans l'avancement de son projet, une grande compréhension des objectifs recherchés dans les aménagements, un savoir-faire chez chacun, qu'il soit au sein des entreprises, mais au sein des bureaux d'études et des maîtres d'ouvrage, et une grande force de proposition de l'ensemble des acteurs. Je te laisse conclure, Romain, sur les attentes si tu le souhaites et sur la suite. Je confirme sur tes attentes, c'est-à-dire ce qui est un peu déroutant des fois pour les entreprises et pour l'avoir sur le chantier, on apprend à se pratiquer les uns les autres, mais c'est normal. C'est vrai que pour comprendre là un peu l'ampleur des remblaiements du cours d'eau, quand il faut faire passer un cours d'eau qui fait 30 mètres de large avec un plan d'eau qui est collé à ras le plan d'eau, et on va dire maintenant la rivière elle va faire 120 mètres de large, ça sous-entend que quand on a remblayé 100 000 mètres cubes dans un plan d'eau pour arriver à faire ça, effectivement, sans adapter, si on se confrontait au plan d'origine, c'est quasiment impossible parce que la manière dont vont se tasser les matériaux, c'est impossible à prévoir. La manière, la quantité de matériaux que vous allez avoir à disposition, comment va réagir le cours d'eau, les crues, le banc de galets, c'est quasiment impossible. En tout cas, à ces échelles-là, ça serait prétentieux de pouvoir le prédire. En tout cas, c'est très compliqué. Et donc, forcément, ça sous-entend que derrière, il faut vraiment adapter au moment du chantier ces choses-là. Et en tout cas, moi, je remercie fortement les entreprises et aussi les maîtrises d'œuvre parce que pour la maîtrise d'œuvre, c'est pas évident de s'engager sur quelque chose et de lâcher du lest, que tout le monde lâche du lest et fasse un effort pour que ça marche, parce que sinon, vous ne pouvez pas atteindre un niveau de résultat qui est satisfaisant sur des grands milieux comme ça. C'est compliqué. Donc voilà, c'est pour vous montrer un peu les évolutions majeures par rapport aux photos que vous avez vues tout à l'heure. Ça, c'est même des photos qui étaient juste 1 an après travaux. Aujourd'hui, ça a énormément évolué. On retrouve une bienne qui a des bancs galets actifs. On retrouve une bienne qui a maintenant un bras secondaire qui est quasiment permanent. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fameux... vous voyez un peu en fond de photo quand même le problème qu'on a sur la bienne, c'est-à-dire le fameux 30 mètres de large avec aucun milieu qui connecte. Là, vous avez un cours d'eau où il y a des bancs galets, il y a des milieux connectifs et on a quand même, parce que aussi pas le choix, on ne pouvait pas se permettre de remblayer pour des coûts de projet, de remblayer toutes les surfaces de plans d'eau. Plutôt que d'aller contre la connexion du cours d'eau avec les plans d'eau, on a laissé volontairement des zones qui s'étaient créées naturellement de connexion entre le plan d'eau et la rivière. On les a laissées actives volontairement. Et notamment à Geur, il y a une zone qui devient de plus en plus intéressante. Alors, on ne le voit pas forcément en photo, mais il y a une sorte de delta qui s'est créé entre la rivière et le plan d'eau, on va dire, le plus connectif qui est à l'aval. Et ça crée des zones hyper intéressantes pour les oiseaux. Et pour information, parce que j'ai eu même la nouvelle aujourd'hui, en termes d'espèces protégées qui sont revenues sur site, en ce moment, on commence à avoir des beaux retours, notamment un genre, par exemple, le petit gravelot qui est inféodé à ces milieux-là, qui n'avait pas apparu sur la bienne depuis des décennies. Les premiers couples commencent à être détectés sur ces milieux-là.
Et là, socialement, ce qui est très difficile à faire comprendre aux gens, c'est que quand vous passez d'un milieu où il y avait de la végétation partout, vous en enlevez 5 hectares et vous retrouvez une bienne mobile, et ça fait 70 ans que les gens n'ont pas vu une bienne mobile, et ben, pour faire comprendre ça, c'est, je trouve, un des volets les plus compliqués socialement. Ça revient un peu à ce que disait la personne avant dans l'intervention au niveau des entreprises. On comprend pourquoi on met de l'argent dans un emploi, on ne comprend pas forcément pourquoi on le met dans des milieux, et surtout, il y a un impact paysager qui est tellement fort que pour les gens, aujourd'hui, quasiment la génération qui a connu le milieu dans un état à peu près convenable, elle n'existe quasiment plus, quoi. On parlait de 1934 tout à l'heure. Il n'y a qu'à cette période-là où on a connu la bienne encore un peu mobile. C'est très dur à imaginer derrière. Là, vous avez les évolutions à l'avanciade. Donc ça, c'est le chantier qu'on a terminé fin d'année 2022. Et notamment, on a fait le choix de faire le pari que le plan d'eau qui est en amont, donc là, c'est une toute petite zone du site, on s'est dit qu'on mettait le paquet sur ce plan d'eau-là parce que notamment sur les crues de 90-91, la bienne était passée en plein au travers des 2 digues, avait éclaté les 2 digues et elle est commencé à remplir ce plan d'eau-là, donc il fait à peu près 2 hectares de mémoire. On l'a rempli complètement et on a fait le pari de se dire là, c'est au gain total pour la bienne. Et ce que vous voyez un peu, la photo qui est complètement à droite, on avait des photos historiques aussi d'une falaise qui fait à peu près 10 mètres de haut, qui était des endroits un peu atypiques de la Bienne, où par exemple, on s'étonne toujours pourquoi on n'a plus d'hirondelles de rivage, plus de guêpiers d'Europe, plus de martins pêcheurs ou de choses comme ça au bord des cours d'eau. Typiquement, ce type d'habitat-là, c'est les habitats les plus favorables pour qu'il y ait des nichoirs ou des choses qui se mettent en place dans ces endroits-là. Et là, en l'espace de 4 mois, on a retrouvé 30 ou 40 mètres de falaises comme ça qui sont directement actifs et qui en plus, les matériaux qui arrivent de ce site-là nourrissent directement la zone en bas et donc commencent à recréer un banc dans la zone en interne nubéande. Et on voit qu'il y a une sorte d'amorce de la Bienne de faire un bras secondaire à cet endroit-là, tout doucement. Et donc, ça, en tout cas, ça porte ses fruits et je rejoins un peu les propos de la première présentation où ça peut aller très vite. En tout cas, en termes de gains, ça peut aller très vite. C'est dur de s'y engager, mais en tout cas, on voit que ça évolue rapidement. Voilà, et je ne sais plus s'il n'y avait pas une dernière petite diapo sur… là, vous avez vu un peu les évolutions globales. On s'est attaché aussi lors du chantier, et là, ça met aussi en valeur ce que font les entreprises. Ça paraît con, entre guillemets, c'est un peu vulgaire de mettre une souche dans un cours d'eau, mais ce n'est pas si simple. Et notamment, on a essayé de faire l'effort, en tout cas à Geur et l'Avancia, d'accentuer, de laisser des souches, laisser des arbres le plus possible. Alors, il y a des choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Mais vous voyez que la moindre souche, il y a l'aspect global, et là, vous avez les micro-habitats qui se créent derrière les souches ou derrière les embâcles qu'on a créés volontairement. Et c'est des petites choses, mais en tout cas, ces micro-habitats-là, dans le système global, ça contribue aussi à avoir une diversité d'actions qui est un peu plus logique. Alors là, en l'occurrence, la diversification des souches, tu me dis si je me trompe, Julien, mais par exemple, la Geur, pas quelque chose qui prend énormément de temps, ça prend 1 journée ou 2 journées de le faire correctement. On vient sur place, on se met avec le pelleteur et on le fait tout de suite. Et je sais que notamment à Geur, ça a très bien marché on s'est servi de l'expérience du pelleteur pour en mettre un peu dans tous les sens aussi pour que les souches, pour que ça puisse marcher et que ça tienne un minimum de temps, le temps que la rivière s'équilibre là-dedans. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Super, merci beaucoup à tous les deux. Il y a une question dans la discussion, c'était de savoir si vous avez rencontré des difficultés avec propriétaires riverains qui étaient concernés par l'érosion. Complètement. Alors, pas des questions d'érosion. Alors, c'est vrai que je ne peux pas rentrer en détail parce qu'il faudrait 2 heures pour faire une présentation sur 4 ans de projet qu'on a eu sur Geur et l'Avancia, parce qu'en gros, on a restauré 3 km de cours d'eau à peu près dans sa globalité. C'est à peu près 75 hectares de milieux humides annexes qui ont été restaurés. Je ne l'ai pas forcément développé à l'Avancia, mais l'Avancia, par exemple, on avait un pont qui permettait aux gens d'accéder de l'autre côté. Donc, on a même détruit le pont pour que la rivière ait plus de contraintes hydrauliques et que les gens, notamment qui sont plus bas, le pont en question réorientait les crues face à une digue qui protège 500 habitants. Donc, on a pris le parti carrément d'enlever le pont en dessous pour que la rivière puisse se faire librement. Mais on était obligé de focus un peu sur les zones, sinon il y avait trop de choses à dire. On a eu de gros soucis sur le foncier. Donc, au bout d'un moment, on a fait expertiser par des notaires les valeurs foncières des terrains. On a carrément proposé aux gens de racheter tous les terrains. On a fait. Je suis arrivé à peu près à racheter 90% des terrains des zones en rive droite et en rive gauche de la Bienne. On a négocié avec les carriers
jusqu'à aller payer les obligations réglementaires d'éviction, les indemnités d'éviction pour les agriculteurs, avec la FNSEA, avec tout ce qui va derrière, pour indemniser les gens. Donc ça a duré pendant un moment. Parce que si, et j'ai vu aussi passer la question, aujourd'hui, la stratégie foncière dans ces types de projets-là, il n'y a pas ça. Et je pense, moi, très honnêtement, même en termes de notre syndicat, on n'est pas encore assez costaud sur la stratégie foncière en général pour pouvoir le faire. Parce qu'on n'a pas le droit de préempter. Malheureusement, en tant que syndicat GEMAPien, on ne peut pas préempter sur certaines choses. Et c'est compliqué d'assurer le projet. Donc là, on est même racheté les parcelles aux 2 carriers qui sont restés sur zone, parce que je ne l'ai pas forcément développé, mais en fait, sur chacune de ces zones-là, nous, là, il y avait une contrainte principale, c'est que pendant le Covid, les 2 anciens carriers ont vendu les zones à 2 nouveaux carriers. Donc, on a dû composer avec, et personne n'a pu préempter sur la chose. C'est passé comme une lettre à la poste. Et donc, on s'est retrouvé et pourtant, c'est dans des zones en PPRI, enfin, tout ce qui va avec. Personne n'a pu préempter sur le truc. Donc, on a composé avec ça. Et donc, on allait voir, alors après, ça se fait dire à la tchatch et au bluff et à tout ce que vous voulez. Mais on allait voir les carriers. On a dit, nous, à minima, on veut récupérer la main sur les plans d'eau. On veut récupérer du domaine public fluvial qui existe, mais qui n'est pas assez large. Et on peut prouver par A plus B que le cours d'eau, s'il casse, ça a des conséquences sur les ponts en aval, ça a des conséquences sur les maisons à l'aval. Et donc, il y a eu tout ce schéma de fait auprès des communes, auprès de tout ça pour débloquer la situation. Et je vois qu'il y a des questions sur le réglementaire. On nous a proposé de passer par une déclaration d'utilité publique, donc une DUP, notamment à certains endroits. Mais la DUP expropriation, honnêtement, nous, dans la philosophie d'intervention qu'on a, ça peut être agité comme une sonnette d'alarme. Si on part là-dedans, le projet, on le fait dans 5 ans. C'est assimilé comme du forcing plus, on va dire, auprès des propriétaires et des communes. Donc, ça va quand même ça va tendre globalement le chantier derrière quand ça va se faire, au risque que ça ne se fasse pas d'ailleurs, ou dans la difficulté. On a pris, nous, un autre penchant, c'est-à-dire dans le Jura, à l'époque, ça passait pas par la 3350 où on pouvait faire des régimes de déclaration sur la restauration de cours d'eau. Donc, on a demandé une dérogation au préfet directement, voire simplifier le dossier. Parce que là, je ne vous dis pas tout, mais il y a le dossier loi sur l'eau, il y a les dérogations d'espèces protégées, il y a tout ce qui va avec. On a demandé une dérogation du préfet pour pouvoir restaurer le cours d'eau, parce que c'est compliqué. Et sur l'autre, elle a bénéficié de la 3350 avant qu'elle saute malheureusement avec tout ce qui s'est fait derrière. Alors, on en a profité pour un projet, donc j'espère sincèrement la 3350 sera remise définitivement pour tous les maîtres d'ouvrage et maîtrises d'œuvre et entreprises pour qu'on puisse faire plus facilement des travaux de restauration de cours d'eau derrière. Parce que ça a le mérite au moins de mettre d'accord tout le monde sur le fait que, à partir du moment où vous restaurez des milieux et c'est de l'intérêt général et que vous le faites avec des deniers publics et y compris chez des privés, une fois que vous avez votre déclaration d'intérêt général, normalement, il faudrait que ça simplifie les choses pour qu'on puisse enfin dérouler des projets beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus rapidement à une échelle beaucoup plus importante. Donc, je pense qu'on est en bonne voie quand même pour que ça se fasse au niveau national plus rapidement maintenant que ce que ça s'est fait avant. D'un point de vue réglementaire. Merci Romain et Julien. Vous avez répondu à toutes les questions, c'est parfait. Et pour finir, du coup, je laisse Julien Lecordier prendre la parole pour conclure. Merci Morgane. Écoutez, merci 1000 fois à tous pour ces témoignages vraiment particulièrement intéressants. Ça nous fait vraiment des retours d'expérience. Alors moi, j'ai noté un point commun et c'est ça qui est assez formidable. Je crois que c'est assez représentatif du monde du génie écologique. C'est vraiment l'approche partenariale, quelque part, qui s'est créée autour de projets. Donc, une approche partenariale, effectivement, entre les maîtrises d'ouvrage, maîtrises d'œuvre, services de l'État, éventuellement les associations, le monde de la recherche. Et en fait, c'est un écosystème, comme le disait Julien tout à l'heure. C'est un écosystème qui se crée autour d'un projet. Ce projet, c'est un projet de valeur, voilà, mais c'est surtout une dynamique commune de recherche et développement, d'ouverture d'esprit afin de rendre ce qui est notre cœur de métier, notre rôle. Notre rôle, ce n'est pas de créer des eaux, on est bien d'accord, mais c'est simplement de créer, de restaurer des conditions les plus favorables possibles pour les écosystèmes afin qu'elles puissent s'en saisir. On en a eu le témoignage par vos retours d'expérience. Je félicite chacun et chacune pour ces projets qui sont vraiment très intéressants et d'ailleurs des projets
volumes particulièrement importants. Il est vrai qu'aujourd'hui, les volumes de marché de génie écologique sont beaucoup plus importants que ce qu'on a pu connaître il y a une dizaine d'années. On était plutôt, je ne vais pas dire sur de l'anecdote, mais sur des tout petits chantiers. Bon, aujourd'hui, on a des chantiers qui sont à des échelles extrêmement importantes et il faut s'en féliciter. Et aussi féliciter les politiques publiques qui ont vraiment œuvré et qui sont aujourd'hui très engagées justement pour qu'on ait des raisonnements à l'échelle des territoires. C'est aussi important. Voilà, que dire de plus? Les valeurs, effectivement, les valeurs portées par les entreprises du génie écologique, mais j'ai envie de dire les valeurs portées par les projets, tels qu'on vient de les voir, elles répondent à des enjeux extrêmement importants, nécessaires, obligatoires de cohabitation, d'aménagement nécessaires aux humains, mais plus globalement de cohabitation aussi avec les milieux naturels et les écosystèmes et les espèces qui y sont inféodées. Voilà. Alors aujourd'hui, on a vu effectivement beaucoup de projets particuliers, alors majoritairement de cours d'eau. C'est vrai que c'est une partie importante du génie écologique, mais le génie écologique, c'est beaucoup plus vaste que ça. On parle des milieux continentaux terrestres, donc les rivières, effectivement, en font partie, les milieux humides, les milieux forestiers, les milieux montagnards, les milieux prairiaux, il y en a un certain nombre. Il y a également toute la partie milieu côtier, milieu marin, qui sont effectivement aussi des centres de travaux de génie écologique et en tout cas de recherche et de développement sur les restaurations. Mais on voit également émerger, on a des entreprises également chez Calister qui travaillent de plus en plus sur les milieux anthropisés, la restauration de milieux anthropisés, des milieux urbains, des friches industriels, etc., qui sont des enjeux et sans doute les enjeux de demain pour restaurer des milieux pour la biodiversité. Voilà, donc aujourd'hui, je tenais à tous vous remercier évidemment pour vos témoignages et à tous vous remercier d'avoir été présents et de vous être intéressés à ce webinaire. Je fais un petit parallèle pour bien sûr remercier les membres du bureau de Calister et du conseil d'administration, les membres du comité des instructeurs, les membres du comité de déontologie. Alors, tous ces membres-là sont des gens issus du génie écologique. Notre démarche est exclusivement bénévole. Elle n'a qu'une valeur et qu'une volonté, c'est de faire émerger une filière qui soit la plus performante possible pour demain avoir des écosystèmes qui aillent le mieux possible dans un contexte un peu contraint, on le sait. En tout cas, d'avoir des entreprises qui sachent effectivement utiliser le bon geste technique, mais également porter ces valeurs qu'on vient tous de défendre. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je tenais bien sûr à remercier toutes les maîtrises d'œuvre, les maîtrises d'ouvrage, les services de l'État qui sont très engagés dans l'avenir du génie écologique. Voilà, et Calister restera présent à son simple rôle, c'est-à-dire de vérifier les entreprises qui candidatent chez nous et de garantir aux maîtrises d'ouvrage que nous avons vérifié que ces entreprises utilisent les bons gestes techniques, portent les valeurs et sont engagées dans la restauration des écosystèmes. Et puis, bien sûr, un dernier mot pour Morgane, donc la directrice de Calister qui a organisé ce webinaire et on l'en remercie beaucoup parce que je pèse le travail que ça a été. Et puis voilà, je crois qu'on peut lui laisser le mot de la fin. Merci Julien. Un grand merci à tous pour votre présence. Grand merci aux intervenants pour la qualité de vos présentations et pour votre mobilisation. Je ne serai pas plus longue que ça, on a un petit peu dépassé le timing. On espère que ce webinaire vous aura intéressé. Il sera disponible en replay prochainement. Si vous souhaitez avoir plus de webinaires de ce genre, n'hésitez pas en tout cas à nous le faire savoir et à nous faire savoir aussi quel autre type de chantier vous souhaitez voir abordé. Ça nous permettra d'orienter les prochains retours d'expérience. Merci à tous et puis je vous souhaite un très bon après-midi, un bon week-end également.